On espère que vous allez comprendre et que les sujets à discussion aujourd'hui est plus important que les difficultés des technologies. Nous allons très vite demander souhaiter bienvenue à Dr Batam, que je vais très vite présenter avant de lui donner la parole. Dr Mamisa est diplômée de médecine de l'Université de Kinshasa. Et elle est aussi certifiée en génétique. Elle est assistante de recherche au Centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi, qui est en fait sous le coup des caméras aujourd'hui, parce que le produit qu'elle va présenter vient justement de ce centre de recherche. Elle est présidente de l'ONG PH, elle est médecin directeur du Centre médical Perle Harmonie, et elle est aussi membre de l'Association des femmes médecins œuvrant au Congo. Et elle vient aujourd'hui nous parler d'un produit du Centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi, qui est le Manacovid. Et je crois que c'est probablement un des produits auxquels le président faisait référence quand il a dit que nous avons des produits qui ont donné des résultats qui permettent de voir l'avenir meilleur, et que peut-être on va lui laisser la parole pour qu'elle nous en parle un peu plus, pour que nous tous nous sachions à quel niveau ils sont. Docteur Mamisa, vous avez la parole. Vous pouvez commencer, et ça peut être intéressant si votre vidéo est projetée. Comme ça, on vous voit en image. J'ai tenu à m'excuser, à vous remercier, parce que je sais que vous êtes nombreux en train de suivre. Nous parlons du Manacovid aujourd'hui. Le Manacovid, une question m'a été posée. Est-ce que le Manacovid signe-t-elle son entrée dans la recherche pour la thérapie contre le COVID-19? Nous allons répondre progressivement. Nous allons d'abord systématiser notre présentation en 4 points essentiels. Il y aura des sous-points, de telle sorte que nous puissions agencer les choses comme elles se doivent. Premièrement, nous allons passer par une introduction, cette introduction qui va rappeler l'historique du CRPL, qui est le sigle qui signifie Centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi. Pourquoi Centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi? Parce que le promoteur et fondateur, c'est le maître pharmacien Étienne Flaubert Batam-Mpessa, dont je suis la fille, qui a fini à la faculté de pharmacie à l'Ovanium à l'époque, qui est l'université de Kinshasa actuellement. Et il est le fruit de l'OMS parce qu'il a pu être boursier de l'OMS pour se rendre à l'université de Montréal pour continuer sa maîtrise en analyse et contrôle des médicaments en pharmacie-industrie. Et c'est comme ça qu'à la fin de sa maîtrise, il est arrivé à un projet de société, de recherche qui a succédé à une curiosité. Il a retrouvé avant lui, 2 personnes qui avaient déjà précédé à l'Uozi, parce que souvent, il y a des personnes qui se disent, non, tiens, c'est parce qu'il est ressortissant de là qu'il a commencé par l'Uozi. Non, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais du moins, c'est parler du hasard, c'est trop fort, parce qu'il y a un créateur, mais il y a eu l'anthropologue Janssens, qui est américain, et puis il y a eu un autre médecin qui est canadien, qui ont commencé des études sur les plantes médicinales au niveau de l'Uozi. Donc, c'était depuis 1969, 10 ans avant qu'il ne finisse sa maîtrise en analyse des médicaments et pharmacie industrielle à l'Université de Montréal. Il a retrouvé par curiosité qu'il y avait déjà des gens qui avaient précédé et qui prétendaient que le Zaïre à l'époque était riche en plantes médicinales. Et comme l'analyse des médicaments était une curiosité intense liée au fait que depuis 1973, le ministère de la Santé avait signé avec l'OMS l'accord de faire un laboratoire d'analyse et de contrôle de médicaments. C'est ainsi qu'il a plongé son attention et 3 ans après, il a pu avoir la bourse. Il s'est rendu et à la fin de sa spécialisation, sa maîtrise, excusez-moi, je mets ma blouse, Hippocrate oblige, avec tout le respect que je vous dois. Merci, confrères. Merci vous tous qui me suivez. Excusez-moi. Alors, à la fin de sa maîtrise,
il a fait un projet parce que l'OMS avait promis de faire un grand centre de recherche pharmaceutique en Afrique, plus particulièrement au Zaïre, le plus grand. Et on ne sait pas pourquoi l'OMS s'était dégonflé. Bon, l'Afrique devrait être indépendante, entre parenthèses, ne devrait pas être indépendante encore en ce moment-là sur le plan scientifique. On devait contrôler beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il a pris l'initiative de fonder le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi pour mettre en exergue ce qu'il avait appris au Canada et au profit de la population, du peuple congolais, de l'Afrique et du monde. Depuis le 19 décembre 1980, il a commencé avec le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi. Vous n'êtes censé ignorer qu'il y avait la pharmacopée sénégalaise qui existait depuis 1973. C'est la première, hein, qui a commencé en 1973, pratiquement s'est achevée en 1974. C'est un ouvrage dans lequel on place toutes les plantes médicinales qui ont été étudiées et testées et qui ont des vertus. Et c'était aussi une source d'inspiration avec tout ce qu'il pouvait avoir. Et il a commencé à explorer le terrain. Très vite, il y a eu le Manadia qui est arrivé. Le Manadia en 1981. Et 3 ans après, en 1984, il a pu avoir l'autorisation de mise sur le marché, le AMM, au niveau du ministère de la Santé, parce que le ministère de la Recherche scientifique n'existait pas encore. Le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique est arrivé bien après, avec... comme le premier des ministres qui passait, c'était M. Mabika Kalanda qui a pu visiter le centre de recherche pharmaceutique de Luozi. Il y a eu le professeur Kaba qui était un éminent professeur qui nous a tous formés, qui n'avait pas traîné parce qu'il était tellement correct qu'on n'en a pas voulu. Après, il y a eu M. Bayo Nabameya et puis toute la suite qui a pu. Donc, le centre de recherche pharmaceutique de Luozi, c'est le premier centre de recherche privé agréé au Zaïre et en RDC, bien avant les autres instituts de recherche qui sont arrivés, que vous connaissez. Alors, ce centre de recherche pharmaceutique de Luozi a commencé à travailler sur la quercétine. Nous n'étions pas encore médecins, nous n'étions pas encore ce que nous sommes aujourd'hui, mais ceux qui nous ont précédés, je parle du promoteur, le pharmacien Étienne Flaubert Batang-Mpessa, a commencé à travailler sur la quercétine depuis 1986. Il y a des écrits. Il y a des écrits sûrs. Il a travaillé sur la quercétine qui était déjà bien d'avant démontrée par certaines personnes qui avaient déjà poussé la curiosité sur. Et 15 ans après, nous avons l'Institut de recherche clinique de Montréal qui est venu nous rejoindre avec Dr Michel Chrétien, que vous pouvez connaître. Il y a aussi le directeur Max, qui est le directeur scientifique. Et puis, il y a le professeur Mikaï. Il y a toute une équipe dans l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui a continué à travailler parallèlement. Nous étions toujours en relais et avec l'étude de la quercétine, la quercétine avait déjà démontré des capacités antivirales très puissantes, tellement puissantes qu'il fallait maintenant percer les secrets sur le plan pharmacologique, scientifique, étudier, pousser plus loin, parce que parmi les composés qui entrent dans le Manadia, Manalaria, la quercétine s'y trouve aussi avec ses vertus antivirales qui boostent l'immunité, antioxydants. La même quercétine a beaucoup de capacités. Nous allons y entrer quand nous parlerons du deuxième point. Et c'est alors que le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi a continué ses recherches pendant 40 ans, ça fera 40 ans, n'a jamais été financé ni subventionné. Là n'est pas le problème, mais l'amour de la recherche, l'amour de l'humanité, l'amour de ce que nous faisons nous pousse toujours à aller plus loin. Nous sommes venus rejoindre le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi. Ça fait 20 ans que je suis chercheur là-bas. Nous avons remarqué qu'il y avait un phénomène en Chine, le SRAS, qui est apparu en 2002, parce que certaines personnes se posent la question de savoir, mais comment se fait-il qu'à peine le Covid apparaît, on parle du Mana-Covid? Non, c'est un travail de dur labeur, c'est un travail de longtemps, c'est le sérieux qui s'est impliqué, parce que la science, au fait, ce n'est pas une boutique, ce n'est pas une robe neuve, la science s'implique, s'applique, et la science devrait d'elle-même faire preuve de tout ce qu'il faut dans la mesure du possible. Nous avons continué à marcher sur cette voie. Et très vite, déjà en 2019, il y a des gens qui présentaient des signes, une pathologie, le chikungunya, curieusement sur le plan électronique. Nous avions en vue une autre structure qui se présentait et qui n'était pas encore baptisée comme Covid, mais il y a eu des antécédents et certains éléments sur le plan clinique
qui ont commencé à s'afficher, à s'affirmer à la fin de l'année 2019. Donc, début janvier, nous nous sommes retrouvés devant des personnes qui venaient de la Chine, qui ont présenté des signes criants. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime parce que j'étais en contact avec une amie qui venait de la Chine et j'ai présenté tous les symptômes du corona. En fin de compte, je suis allée jusqu'à la détresse respiratoire, mais comme nous étions sûrs de ce que nous avions comme implication et application pour la quercétine, j'étais obligée de prendre ces extraits et ça a vraiment miraculeusement marché. Et nous avons continué, nous nous sommes impliqués sur le plan clinique avec les symptômes cliniques, soigner les autres qui se sont retrouvés guéris. Et nous sommes entrés en contact avec une personne qui aimerait bien rester cachée de l'Italie. C'est une religieuse qui a commencé à prendre en compte, parce qu'il y avait la situation dramatique en Italie que vous n'êtes pas censé ignorer, qui a commencé à également s'impliquer, appliquer le produit, parce qu'il fallait d'abord, dans un premier temps, sauver la vie. La première chose, sauver la vie, parce qu'il y avait vraiment péril en demeure. On a eu des cris de détresse. On s'est dit non, nous avions été sauvés. Nous avons remarqué ça. Les mêmes personnes qui venaient de la Chine, parce que cliniquement, vous êtes médecin. Vous savez que les signes cliniques sont un élément marqueur majeur d'abord pour le médecin averti, parce qu'autrefois, ceux qui nous ont précédés n'avaient pas toute la panoplie technologique que nous avons aujourd'hui, mais c'était aussi des bons médecins qui faisaient des bons diagnostics. C'était aussi des fils et des filles d'Hippocrate comme nous aujourd'hui. Dieu merci, le modernisme nous apporte beaucoup, mais dans l'application de la médecine, nous savons le sens et l'importance des signes cliniques. Alors, on a remarqué que les gens ont guéri en grand nombre en Italie. C'était déjà une très bonne chose et les observations étaient positives. Et progressivement, nous avons continué à soigner. Quand l'affection est arrivée en RDC, nous étions devant la première, une collaboratrice directe de celui qui est décédé du premier cas de COVID-19 en RDC. Pour des raisons déontologiques, je tais le nom. J'ai même les images ici à côté et ça ne m'est pas encore permis de pouvoir les exposer. Et surtout que je me suis affichée un peu en retard. Avec la permission de la dame, j'aurais pu montrer la collaboratrice. Elle s'est retrouvée en mars 2020 en train de partir pratiquement. Et comme elle était allergique à la chloroquine, parce qu'elle fait des chocs anaphylactiques impossibles avec la chloroquine, on était obligé d'appliquer notre produit. On est passé par le Manacovid, les extraits. Dans l'entretemps, ça a apporté des effets très favorables. Il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui guérissaient. Il fallait absolument, sur le plan scientifique, s'impliquer, essayer, étant de la riposte. Le pharmacien Étienne Flaubert-Batangou, lorsque je lui ai fait part des observations que j'avais pu avoir à partir des extraits que lui avait déjà trouvés au préalable à l'avance, et ça s'impliquait, ça a démontré les effets tellement positifs parce qu'il fallait faire un mélange de plusieurs éléments. Nous allons vous montrer sur le plan pharmacologique. Alors, la riposte est entrée au courant, mais maintenant, il fallait commencer à faire des procédures sur le plan légal, scientifique, qui devraient faire accepter le produit. C'est ça l'introduction, la brève historique. On a parlé du CERPEL qui a fait le Manadiar Manalaria que vous connaissez, qui est pris par les femmes enceintes, qui ne fait pas des problèmes tératogènes, qui ne pose pas des problèmes d'embryogenèse sur le plan, dans le sens inverse. Donc, le centre de recherche s'est affirmé, ça fait des années, et les constituants qui précédaient déjà se retrouvaient à certains éléments de synergie qui se sont ajoutés. Donc, il fallait procéder à certaines démarches. Avant de parler du Manacovid au point 2, le côté administratif, je pense que je vais vous épargner de ça. Je parle d'abord du produit. S'il vous plaît, vous pouvez balancer l'image suivante, le Manacovid. Vous voyez le Manacovid, nous avons 3 publications. Sur la première publication, le cahier 1, ce sont les enquêtes. C'est un cahier de 750 pages dans lequel vous allez retrouver tous les patients avec leurs fiches. Il y avait des fiches bien établies parce qu'avant d'y aller, avant d'y procéder, il fallait d'abord aller au ministère de la Santé, avoir une autorisation temporaire d'utilisation qui nécessitait d'abord nos observations. On devait faire des preuves des fiches des patients qu'on avait déjà, sur lesquels on avait observé des effets positifs du produit. Et après analyse, on a eu cette autorisation qui pouvait être retirée d'un moment à l'autre parce que c'est une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation. Et finalement, il fallait passer à la nomination du comité d'éthique, le comité d'éthique qui devrait
prendre en charge toutes ces expériences pour en faire des essais cliniques, parce que nous n'avions pas le droit de faire des essais cliniques. Ce sont les observations cliniques. Donc, il y a une différence entre les observations cliniques et les essais cliniques. Au fur et à mesure, les comités d'éthique, il y a eu un investigateur qui a été désigné parmi les personnes qui se sont jetées dans le fleuve quand il y a eu la fièvre de Yambuku. Il y a le docteur Lusakumunu. Bon, ils ont pu désigner des médecins avec qui ils travaillaient. Nous devions être un peu à l'écart pour ne pas qu'il y ait une influence quelconque de notre part, parce qu'on était tellement sûrs de ce qu'on avait vu, surtout moi qui étais guérie de ça et j'ai vu soigner. Nous savions déjà les effets antiviraux de la quercétine, booster d'immunité, antioxydants, et puis la tendance à... Je vais parler dans la pharmacologie, les autres effets pour ce qui est du principe actif, nous en étions sûrs, nous les avons laissés travailler. Alors, au bout d'un certain moment, ils ont pu récolter les résultats. Ils ont soigné des milliers de personnes, mais on nous avait donné un maximum. Pour certains qui ont présenté leur protocole, on avait demandé 20 personnes volontaires se faire soigner si ça va, OK. Nous, on nous a demandé 200. Au-delà de 200, nous avons soigné des milliers, mais dans le premier document où c'est écrit enquête, on a pu récolter 300 personnes volontaires qui ont mis leur identité, adresse. Et vous savez, avec l'évolution de la médecine, c'est très facile avec la photographie, la mémoire immunitaire, de savoir détecter, déceler un mensonge quand une pathologie n'a pas eu lieu dans l'être. Donc, en toute franchise, ce sont des personnes qui ont été testées positives, qui avaient les signes. À ce moment-là, c'était un élément phare parce qu'avec les différentes formes de COVID qui apparaissent, nous en parlerons au fur et à mesure parce qu'il y a un polymorphisme qui s'annonce. Il y a eu cet effet. Cet aspect des choses, c'était un protocole volontaire. Donc, vous verrez dans le tout premier où c'est écrit cahier 1, enquête, ce sont les noms, les patients, les fiches, leurs adresses, les patients qui ont été soignés au Manacovid, avec tout ce qu'on a pu voir comme résultat et qui se sont avérés. C'était miraculeux parce que nous, on ne s'y attendait pas. On attendait des bons résultats parce qu'on avait vécu, mais les médecins ont dit que c'était tellement miraculeux qu'il fallait absolument publier parce que tous ceux qui ont travaillé dans les différents hôpitaux de la République, de la RDC, ils se sont retrouvés pratiquement dans la même fourchette avec les résultats, ce qui fait que le cahier 2, ce sont les résultats. C'est au fait, on a essayé de faire une étude statistique sur les résultats parce que vous verrez tout à l'heure, on a envoyé. Et puis, il y a le cahier numéro 3 qui parle des différents dossiers techniques. Donc, je vous ai dit, pour qu'un produit soit sur le marché, il faut que le ministère de la Santé, au niveau de la 3e direction, parce qu'il y a un département par pharmacie et médicaments, ce n'est pas le médecin, ce sont les pharmaciens qui sont les seuls légalement autorisés à monter un médicament parce qu'ils ont l'attribution et la compétence de par leur formation. Et c'est cette direction qui a le droit, le devoir de suivre minutieusement le produit avant de donner l'autorisation de mise sur le marché. Nous étions derrière des couvertures d'assurance. Il fallait assurer et les soignés et les personnes qui devaient soigner. Et il fallait également payer ses frais, chercher à avoir les autorisations des essais cliniques en dehors des autorisations temporaires d'utilisation. Et il fallait faire des publications. Il fallait à tout prix suivre toutes les démarches requises pour convaincre l'autorité scientifique attitrée à pouvoir être en mesure de délivrer une autorisation de mise sur le marché. Même quand on a conclu, il y a eu la conférence de présentation, le comité d'éthique a présenté, par les l'investigateur principal et les différents investigateurs, ils ont présenté les résultats depuis le mois d'octobre, c'était le 7, mais le AMM, l'autorisation de mise sur le marché, n'est sorti que le 24 novembre. Donc, il y a d'autres formalités qu'il fallait continuer à remplir. Et au début, nous étions dans la procédure de la demande. Donc, vous verrez, il y a tout un canevas ici. Il fallait motiver ça scientifiquement, écrire, parler de la composition, parler des molécules, des formules pharmacotechniques, expérimentales, chercher à parler des différents éléments qui entraient en compte et puis parler sur le plan éthique, les risques ou pas que ça pouvait produire. Alors, en conséquence, nous avons atterri. Tout a été favorable parce que le médicament ne se politise pas, il s'est affirmé de lui-même. Nous avons aujourd'hui, sur le plan scientifique, l'autorisation de mise sur, sur le marché du ministère de la Santé, la 3e direction, DPEM, département pharmacie et médicaments. Nous avons également, du côté du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, le brevet d'invention.
Et du point de vue ministère de l'Énergie, il y a le certificat d'enregistrement et le titre de propriété au nom du pharmacien Étienne Flaubert Batangou. Nous avons observé, nous avons présenté au pharmacien, le pharmacien a fait son travail. Aujourd'hui, le Manacovid est là. Qu'est-ce que le Manacovid? Maintenant, c'est le point 2. Nous sommes sortis de l'introduction. J'ai tellement parlé. Le Manacovid, c'est un ensemble des extraits des plantes médicinales naturelles. Donc, nous devons savoir pour la fabrication des médicaments, donc je transite entre Hippocrate et Galien, médecine et pharmacie, il faudrait 3 sources. Soit ce sont les extraits des plantes, c'est déjà connu depuis toujours, et c'est comme ça qu'Hippocrate s'est inspiré. Soit Hippocrate et Galien se sont inspirés, soit si ce ne sont pas les extraits des plantes naturelles médicinales, ce sont les extraits synthétiques. Et troisièmement, il y a les substances purifiées. Donc, comme je vous ai dit, le promoteur s'est inspiré sur ce qui est naturel parce qu'il a évalué sur le plan de l'analyse-contrôle en rapport avec certaines études qui ont démontré que le corps avait beaucoup plus de disponibilité pour ce qui est naturel plutôt que les synthétiques. Donc, il fallait un peu chercher à remédier. Et puis, avec le temps, la quercétine s'est vraiment affirmée tellement stable en matière de son principe actif antiviral jusqu'à nos jours, et c'est parmi les plus puissants. C'est comme ça que le Manacovid est composé des extraits de plantes médicinales, pas synthétiques, mais naturelles. Nous avons les polyphénols, des polyphénols parmi lesquels il y a l'acide élagique, vous allez voir, nous avons l'acide galinique, nous avons également des composés flavonols. Dans les flavonols, il y a la quercétine et le camphénol. Donc, la quercétine, c'est une substance phare majeure et c'est comme ça que parmi les éléments qui devaient figurer, il y avait une analyse de contrôle de qualité qui devait absolument être présentée par un laboratoire de contrôle, la Comeda, qui devait affirmer qu'il y avait la quercétine et ça a été prouvé. Et cette quercétine a démontré ses qualités, ses vertus. Pour ce qui est du principe actif, nous savons que la quercétine, en synergie avec beaucoup d'éléments en phase dont je vous ai parlé, booste l'immunité. Ça booste l'immunité. La quercétine est un antiviral puissant et c'est parmi, il y a certains de ces dérivés 3-bêta qui sont utilisés même dans la lutte contre l'Ebola, oui, et actuellement, il y a certains produits antiviraux aussi qui tiennent leur base à partir de la quercétine. Et cette quercétine a aussi des effets antibactériens. Les effets antibactériens, la quercétine a des effets anti-inflammatoires, antihistaminiques aussi. Entre-temps, la quercétine fait d'office, lorsqu'il y a des agrégats, a pratiquement un principe similaire à l'acide acétylsalicylique qui consiste à inhiber la thromboxane A2. Donc, c'est un anti-agrégat. Quand on parle d'anticoagulant, soit un antiplaquettaire ou agrégat, c'est un anti-agrégat. Nous avons pu évaluer. Alors, progressivement, nous y allons. Oui, le principe actif, la quercétine, nous avons parlé des différents extraits aussi qui entrent en compte dans la synergie. Il y a aussi dans la préparation, il y a toujours un élément en plus, l'excipient. Quand vous n'êtes pas un pharmacien, vous n'avez pas la maîtrise, c'est comme ça que certains présentent des produits qui se putréfient ou bien des produits qui finissent par se délier. Alors, le pharmacien a le pouvoir de standardiser un médicament. Standardiser, c'est quoi? Garder la même formule toutes les fois qu'il y a la même préparation. Je vous donne un exemple. Une dame qui prépare son riz, un monsieur sait d'office que quand je mets autant de verres d'eau, il faudrait autant de verres, la moitié, le double c'est l'eau, la moitié c'est le riz. Donc, c'est comme ça la standardisation, c'est pour alléger un peu le langage pour que vous puissiez savoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est de la posologie? Parce que nous allons progressivement, nous avons présenté la molécule. Vous aurez à poser vos questions. Je sais que certains sont en train ça bouillonne, le mécanisme d'action. On va revenir sur. Alors, qu'est-ce qu'est la quercétine? Nous avons présenté. Et comment est-ce que nous sommes arrivés à cette posologie? Il y a eu des études qui se sont faites autrefois, qui ont montré la toxicité, pas toxicité, mais atoxicité. L, apostrophe, atoxicité. Donc, le non-toxicité, la non-toxicité de cette substance à un degré élevé, même au niveau des souris. Depuis 1981, c'était fait au niveau de l'INRB. Il fallait d'abord être sûr de cette molécule et c'est une molécule tellement stable qui a une demi-vie très grande qui permet également de continuer son activité pendant longtemps. Alors, en fin de compte, nous sommes arrivés pratiquement il y a
d'autres feuilles de pages qui doivent couler parce que le temps, j'ai pratiquement 20 ou 30 minutes. Je ne voudrais pas épuiser tout le temps. Donc, nous avons une posologie qui va de l'appréciation du médecin. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines personnes qui viennent à titre préventif. Nous allons parler du mécanisme d'action. Au fait, la quercétine, c'est une substance qui a tendance à ralentir la croissance virale. Et non seulement elle ralentit la croissance virale, la quercétine est une substance qui a une double action. Au niveau de la membrane virale, c'est une substance de destruction de la membrane virale dans le cas du COVID à la fois. Et au niveau de la cellule, la quercétine se statue au niveau des deux récepteurs majeurs. Donc, quand nous parlons de la posologie, il y a 3 fois 3 cuillerées à soupe pour des personnes qui sont dans un état pratiquement de détresse respiratoire. Nous y allons. Il y a le goût, l'amertume est canalisée à 50 à 60 ppm pour ne pas arriver à une dose létale parce que nous avons prouvé la toxicité. Et nous allons de 3 fois 1 cuillerée à soupe chez les enfants. Et nous parlerons particulièrement de certains aspects parce que nous avons parlé du premier point, du deuxième point, et maintenant nous allons aboutir au troisième. Je ne vois pas bien, mais il s'agit des résultats que nous avons pu avoir. Mais merci pour la présentation. Nous voyons ici ce qu'on appelle les cibles. Donc, il y a la pharmacologie inverse et la pharmacologie modernisée. Autrefois, pour la quercétine, nous aurons dit que c'est un antagoniste. Il y a 3 types d'antagonistes. C'est soit un antagoniste neutre, soit un antagoniste entier, soit un antagoniste momentané. Donc, qu'est-ce qui se passe sous les antagonistes neutres? Ce sont des antagonistes qui ont tendance des fois à agir, des fois à ne pas agir, laisser passer le cours des choses. Mais dans cette situation, actuellement, le langage pharmacologique parle plus de substrats et des inhibiteurs. Qu'est-ce que la quercétine fait? Elle s'arrange au niveau des deux glycoprotéines cibles qui favorisent l'entrée virale au sein de la cellule hôte pour chercher entre la membrane cytoplasmique virale et la membrane cytoplasmique de l'hôte. Et ce qui fait que le cycle viral est interrompu parce qu'il y aura le non-enrobage ne se fera pas, la réplication du matériel génétique ne se fera pas, ni la traduction et la libération, donc automatique hémagglutinine et neuraminidase. Et ça, c'est un tableau juste pour faire voir qu'il y a beaucoup de types de récepteurs et il y a des études qui ont été faites. Quand nous voyons le document de pharmacologie qui a été fait au niveau de l'Institut Pasteur de Strasbourg par le professeur Yves et le professeur Jean-Pierre Guy, ils ont vraiment déployé, manifesté et étalé sur le plan pharmacologique les différents types de cibles des médicaments. Donc, ce qui a fait que même pour ce que nous parlons des mécanismes d'action, il y a eu des études qui ont été faites bien avant nous et nous avons encore reconfirmé ça. Et nous voudrions vous parler également de la façon dont nous avons procédé. Ça, je vous épargne de ce langage qui est purement lié aux pharmaciens. C'est le langage des Galiens. Il y a la scintigraphie, la chromatographie et la spectrométrie qui nous ont aidés facilement à déceler les éléments les plus toxiques et les éléments qui ne sont pas toxiques parce qu'il faut toujours faire un titrage de ce qu'on étale, même dans les extraits. Toute plante naturelle n'est pas toujours la bienvenue dans l'organisme. Donc, c'est un procédé en pharmacie, en analyse et contrôle des médicaments qui permettent de voir les éléments, les substances, les bonnes substances écartées et des mauvaises substances pour recueillir le côté positif des extraits et du mécanisme du principe actif. Et pour ce qui est des résultats des recherches, nous avons le tableau dans lequel qui a démontré sur le plan statistique une efficacité miraculeuse de 100%, mais toutefois, nous avons eu la tranche d'âge de 0 à 9 ans, dont pratiquement le nombre de malades. Il y a eu de 0 à 9 ans, il y avait 2 malades qui représentent 0,6% de la population sur 300. De 10 à 19 ans, il y a eu 13 malades, donc 4,3% de la population sur le plan statistique. 20 à 29 malades, entre 20
et 29 ans, il y a 55 patients, donc ça représente 18,3%. Entre 30 à 39, il y a 47 patients, ça représente 15,6%. Et de la tranche d'âge de 50 à 59, il y a eu 37 patients, c'est 12,3%. Entre 60 et 69 ans, nous avons eu 43 patients, 14,3% de la population. Et de 70 à 79, donc il y a eu 12 patients, c'est 4% de la population. Et entre 80 ans et 89, il y a eu 4, donc 1,3. Nous avons eu un patient de 96 ans, donc un seul, donc ça fait 0,3%. Donc sur 300 patients qui se retrouvent dans le Caneva des enquêtes, nous en avons soigné plus. Mais ce sont ceux-là qui ont signé le protocole de volontariat parce que vous connaissez, on n'impose pas à un malade de s'afficher, c'est antidéontologique. Ce sont ceux qui ont compris qu'ils peuvent sauver les autres parce qu'ils ont été sauvés. Donc, c'était du volontariat. Bon, c'est pour ce qui est des symptômes. Nous avons remarqué dans la présentation de la première vague parce que pratiquement juin jusqu'au mois de septembre, c'était pendant cette période, c'était une période où nous avons eu un silence. Les gens ont cru qu'on avait disparu, mais on était en train de travailler. On attendait aussi le comité d'éthique. Donc, pour les symptômes, donc pratiquement, le taux pour ce qui est de la toux, donc il y a pratiquement 65,7% de la population statistique qui s'est affichée avec la toux. Donc, 200 patients pratiquement, les maux de gorge, la sécheresse de la gorge, les gens, c'était à 187 sur 300, donc c'était 62,3. Et puis, il y a eu des maux de tête, parce qu'il y a des gens qu'on a dû éliminer parce qu'il y a certaines personnes qui n'allaient pas signer le protocole de consentement, donc on ne pouvait pas s'imposer. Et puis la fièvre, il y a 139 ça fait 46,3 patients. Et le rhume, c'était pratiquement à 48,6%. Et actuellement, nous allons parler de certaines situations, mais il y a eu des effets. Par honnêteté scientifique, on a remarqué que la stimulation de l'appétit était trop élevée, tellement élevée. Il y a 36, pratiquement des patients qui étaient tellement affamés. Il y a 36 patients sur les 300 qui se sont montrés. Il y a eu quelques cas de flatulence. Des cas de flatulence. Pour certains, ils ont des antécédents d'Helicobacter pylori, entre parenthèses, mais nous devons quand même noter des cas de diarrhée. Il y a eu des cas de diarrhée. Il y a eu pratiquement 4 personnes qui ont présenté après la prise du Manacovid. On a essayé de suivre un peu le phénomène et vous verrez à la longue, en dehors des différents tests de dépistage, nous ajoutons le sel. Pour le sel, nous allons parler d'un élément phare que vous avez déjà entendu parler. Et puis, il y avait l'épigastralgie. C'est certaines personnes qui avaient déjà des problèmes d'estomac et qui ne semblaient pas se nourrir. Donc, il fallait vraiment insister, mais au bout d'un certain moment, c'était l'appétit. Ils arrivaient à manger, ce qui fait que le produit, on l'administre 20 minutes avant de prendre un repas pour s'assurer. Et puis, dans la composition du Manacovid, c'est un produit qui n'a pas de molécules de glucose. Donc, c'est aussi un médicament qui peut être pris par les diabétiques, même les hypertendus, parce que nous savons que la quercétine régule même les différents vaisseaux, régule le système cardiovasculaire, régule également certains systèmes au point même d'entrer dans la danse commune pour chercher à aider les patients. Il y a l'amertume. Il y a certains patients qui se disaient, non, tiens, il y a un fond un peu amer qui reste. Oui, c'est normal, c'est même l'avalanche de la danse de la quercétine. Donc, il faut bien la sentir parce que c'est un élément que le virus ne supporte pas. Il y a eu des cas de courbature. Il y a 2 cas de courbature. Dyspnée, une personne qui a présenté la dyspnée et qui nous dira à la fin qu'elle a quitté, c'est sur les anzalatopéma, qui n'avait pas mangé. Il y a eu la perte de goût et perte d'odorat chez une personne. On a essayé de suivre, on s'est posé la question parce que la personne est venue d'ailleurs, est-ce que ce n'était pas une souche entre parenthèses, parce qu'actuellement, lorsque nous continuons, j'allais parler de la polyphytothérapie alternative combinatoire. Donc, c'est quoi? C'est un système qui consiste à mélanger plusieurs extraits de plantes pour rechercher la plus grande synergie pour combattre un facteur bactérien ou viral. Donc, on va parler de ça prochainement. On n'a pas assez de temps. Il y a aussi sur le terrain ce que nous avons remarqué pour ce qui est
de l'efficacité, tous les malades guéris à la fin de la cure. Non, mais on s'est posé la question de savoir, nous n'étions pas sur place, est-ce qu'ils étaient obligés d'avoir les mêmes résultats que nous? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué dans les selles, il y a une bactérie commensale, le prévoté là, pour certains l'appellent les prévotos là. Donc, c'est une bactérie commensale sur le plan de typage 2. C'est une bactérie qui vit dans le biotope intestinal, qui s'accroît, qui s'incruste au fur et à mesure que la muqueuse intestinale vieillit. Donc, on la retrouve beaucoup chez les personnes âgées, les personnes obèses. Curieusement, chez les enfants, c'est un peu amoindri. On a essayé un peu de suivre parce que les patients, non seulement on devait suivre pour les résultats, pour ce qui est du test, parce qu'on a eu des patients qui venaient de part et d'autre, nous, dans nos observations et même dans les observations ailleurs, certains faisaient leur test à l'INRB, vous allez voir, elle a autorisé, c'est une avocate, elle dit nos docteurs présentés, faisaient leur test et venaient prendre le traitement là où ils devaient le faire. Et ils se sont retrouvés négatifs au bout du 3e, 5e jour, un maximum de 7 jours. On a trouvé que c'était vraiment merveilleux. Il fallait quand même chercher à en parler et essayer de voir dans quelle mesure on pouvait. Je parlais de cette bactérie qui va directement se rendre au niveau des vaisseaux vasculaires, va se rendre au niveau pulmonaire pour aller faire des CIVD, des coagulations intravasculaires disséminées. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a un bouchon, des caillots au niveau de ces vaisseaux. Ça commence à provoquer une mauvaise circulation de l'oxygène, on a des troubles respiratoires. C'est un stade qui est un stade qui est à craindre. Alors, dans le Manacovid, nous avons parlé des antiagrégats qui inhibent la thromboxane A2, qui vont directement faire des effets anti-agrégats. Donc, ça empêche cette coagulation, ça empêche aussi le phénomène inflammatoire disproportionnel, ce qui fait que le Manacovid dont nous parlons aujourd'hui, dont nous faisons allusion, est à la fois un élément important parce que dans l'examen des selles, nous remarquons à la fin chez ces patients qui ont des résultats négatifs, l'absence totale de cette bactérie de Provoté là. C'est déjà un bon signe parce que la présence de cette bactérie, quand vous faites une réinfestation, c'est celle-là qui est plus à craindre. Quand cette bactérie est absente, la forme fulgurante devient difficile. On n'atteint pas des troubles respiratoires. C'est comme ça que nous sommes en train de continuer à travailler dans ce sens-là, essayer de chercher les effets plus ou moins à long terme qui peuvent faire en sorte que les gens puissent ne plus revivre ce COVID. Parce que moi qui vous parle, à titre préventif, je suis toujours avec les patients atteints, des fois enfermés. Chaque 3 fois par mois, le 10, le 20 et le 30 du mois, je me suis fait un calendrier. Je m'arrange pour prendre de façon préventive le Manacovid, une grosse cuillère à soupe matin et soir, et c'est fini, pour aller à l'encontre de l'incubation de 14 jours. C'est comme ça que je n'en ai plus souffert. Et dans l'évaluation du biotope, nous tenons compte de cette bactérie parce qu'il y a plusieurs aspects. Nous avons dit que la recherche, c'est vraiment un terrain large. Nous devons parler de ce que nous avons vu et nous pouvons parler de ce que nous avons constaté sur le plan hématochimique, sur le plan biologique, moléculaire et sur certains aspects pour essayer de faire cette présentation parce que c'est l'objet de nos recherches de chaque jour. Et tout à l'heure, pour conclure, pour les commentaires et suggestions, conclusions, je ne sais quoi, c'est un forum. Je pense que j'ai largement dépassé le temps. Au-delà de vos attentes, je laisse la parole au modérateur s'il y a quelques petites questions, s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des éclaircissements. Nous sommes là. C'est la raison qui nous a conduits parmi vous. Je pense que le Manacovid aujourd'hui, c'est un anticoronavirus confirmé qui s'est affirmé scientifiquement et qui s'est affirmé pharmacologiquement et dans lequel le plus grand marqueur des éléments reste la quercétine, qui a déjà fait ses preuves autrefois dans les écrits. Vous entrez sur Internet, vous verrez la quercétine. On parle de la quercétine depuis toujours et nous avons fait qu'approfondir. Nous sommes allés sur cet axe et aujourd'hui, nous en sommes là. C'est vraiment un élément favorable. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Docteur Santos,
Est-ce que j'ai dépassé le délai ou bien nous pouvons continuer à parler ou nous devons attendre si vous avez déjà des questions? Surtout que nous avons commencé en retard. Bon, merci beaucoup c'est de à vous votre de présentation. m'interrompre Je parce que crois je que tout risque le monde a de écouté. continuer à parler. Non, 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 non. Malgré les difficultés de la technologie, je crois qu'on a vu quand même le bout de ce que Dr Mamissa voulait présenter. Alors, nous allons prendre la série des questions et réponses et on va voir où est-ce que ça nous amène. S'il y a quelqu'un qui veut parler, il peut ouvrir son micro et commencer à parler. Oui, merci bien, Dr Santos et Dr Thierry Ngoy. Je peux parler? Oui, oui, tu peux parler. Merci, merci bien, Dr Mamissa Batango, pour votre présentation. Ma question, je vais essayer de me résumer. J'ai plusieurs questions, mais je vais essayer de me résumer un peu. Ma question porte essentiellement sur la partie préclinique. Je m'explique. La quercétine est un produit qui existe déjà, comme vous l'avez dit vous-même, mais vous avez pris la quercétine pour la mélanger au polyphénol ainsi qu'aux autres excipients à quantité suffisante, comme vous avez dit, pour en faire un produit qui n'existait pas, qui est le Malacovid. Alors, dans les études cliniques que vous avez faites, vous avez détaillé notamment brièvement les étapes que vous avez faites pour déterminer la posologie, ainsi de suite, ainsi que la toxicité. Alors, ma question est de savoir, qu'est-ce que vous avez fait comme études précliniques, c'est-à-dire avant la clinique, qui sont, à mon sens, une étape obligatoire à faire avant d'aller toucher aux humains. On fait d'abord les études au laboratoire sur des souris, des lapins, des singes, des chimpanzés. Est-ce que vous avez fait quelque chose dans ce sens-là comme étude préclinique? Si oui, si vous voulez nous dire un peu ce que vous avez fait. Sinon, et vous nous expliquez pourquoi vous n'avez pas fait les études sur l'animal d'abord, le modèle animal d'abord, vous êtes directement allé sur le modèle humain. Ça, c'est ma question que je voulais poser. Voilà. Merci, docteur Thierry. Bien sûr, les études précliniques ont été faites. Quand nous avons parlé de l'INRB depuis 1981, avant qu'il y ait toute cette panoplie d'études de confirmation en 1986 sur les souris, déjà, ce sont des extraits qui ont été appliqués. Et quand vous voyez le Manacovid, il n'y a rien de nouveau dans les extraits déjà appliqués, acceptés sur le plan de la santé et au niveau pharmaceutique. Donc, tous les éléments, les composantes qui se trouvent là, ce sont des éléments, je vous ai parlé de la pharmacopée, donc ce sont des éléments tirés de plusieurs sources qui ont déjà été étudiées et sur le plan clinique, nous sommes passés par les souris. Quoi de plus normal? Donc, on ne peut pas passer sur les humains ne sont pas des cobayes. Merci. Ok, je vais prendre une main qui est levée, c'est la main de Dr Musungilai Balanga. Ouvrez votre micro et parlez. Ouvrez votre micro, confrère. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Bonsoir, docteur. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour le brillant exposé. Et merci pour l'initiative aussi. Mais mon inquiétude, c'est sur le critère d'échantillonnage et la description clinique telle que vous l'avez faite. Vous avez présenté les patients qui ont présenté les symptômes, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire, est-ce que ces patients-là étaient des cas sévères, des cas modérés, des cas simples? Et s'il y avait des cas sévères, s'il y avait cette classification-là, comment était la réponse par rapport à comment était la réponse par rapport au temps? Parce que quand je vois un patient sévère, il va mettre beaucoup de jours d'hospitalisation par rapport à un patient qui est simple. J'aimerais que vous puissiez un peu nous éclaircir sur ça et de nous dire aussi sur le test paraclinique que vous avez utilisé pour confirmer le diagnostic de COVID. Ok, merci. D'accord. Merci beaucoup. Tous les patients qui ont fait le test sont passés par l'INRB. Je vous ai montré un test clinique
Et pour ce qui est des formes graves, on a rencontré plusieurs patients. Quand vous allez au niveau de la clinique de la cité de l'OUA, il y a le médecin directeur, le général professeur José Kangoudia, qui s'est retrouvé parmi les investigateurs. Il y a eu des cas, il y a même des personnes qui aujourd'hui sont à nos côtés, qui étaient dans un stade terminal, un stade où presque tout était fini, même au niveau de l'intubation. On a dû administrer le Manacovid. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui vivent. Ce sont des personnes qui peuvent même témoigner. Et je sais qu'au cours de certaines conférences que nous aurons à faire volontairement, s'il y a certains qui pourront se présenter avec leur dossier clinique et qui pourront présenter comment est-ce qu'ils ont été suivis, nous avons beaucoup de cas. Et nous avons même certains qui se retrouvent dans les réseaux sociaux en train de témoigner quand nous suivons. Tiens, ce sont des patients qu'on avait réellement vus et qui étaient presque partis. Il y a eu le docteur Mwaluka qui a tiré un patient qui était en détresse respiratoire sous aspirateur au début. Quand ils ignoraient, ils étaient obligés de faire l'intubation. C'est un patient qui pesait 140 kilos, diabétique, hypertendu, qui a des antécédents de chirurgie post-hépatique et qui avait un problème rénal aussi. C'est un patient qui est debout, qui existe aujourd'hui. Et c'est vraiment un réel plaisir. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, nous avons un patient qui est général, dont je tais l'année et le nom, qui a été tiré du coma parce que le polymorphisme qu'on a remarqué sur le plan symptomatologique. Actuellement, il y a des effets surprises. Vous voyez un patient testé qui ne présente pas de symptômes. Un jour, 2 jours après, on vous apprend qu'il est en plein coma. Donc, c'est le corona. On se met à soigner. Le patient est mis à bout directement 5 jours, 3, 4, 5 jours. Donc, ce sont des patients qui ne sont plus dans le coma. Donc, c'est ce qu'on a appelé miraculeux pour nous. C'est vraiment la quercétine qui a fait des preuves à juste suffisance, qui a démontré à quel point c'était vraiment non seulement un antioxydant booster d'immunité, mais qui avait une attaque à outrance au niveau de ce virus. Vous avez encore une autre question? Il y a six mains qui sont levées. Je vais prendre juste... Non, je vais juste faire les suivis. Moi, j'appelle les Toronto. Non, docteur Denis Bangala, please, je donne la parole aux gens. Si vous voulez que je vous donne la parole, levez la main sur le système. Non, il y a non, 6 personnes qui attendent déjà. Il y a 6 mains qui attendent, mais je vais prendre quelqu'un qui est dans le chat, qui a 3 questions. Combien de malades avez-vous inclus dans les essais cliniques? Première question. Quelle méthodologie vous avez utilisée? Et puis, vous avez comparé Manacovid à quel autre traitement? 3 questions. Combien de malades? Il y avait combien de malades dans votre essai clinique? Quelle méthodologie? Dans les essais cliniques, j'en ai parlé au début. On a eu plusieurs malades. On a eu des milliers, mais 300 seulement se sont retrouvés dans les canevas de volontariat. Les 300 que nous avons présentés, ce n'est pas seulement ces 300 que nous avons soignés. Il y a eu au-delà. Mais dans l'étude, pour ce qui est des enquêtes, pour des raisons statistiques, on limite toujours un nombre. On limite un nombre. Nous avons fait une proposition au début, mais comme c'est les hôpitaux qui soignaient, la maladie n'a pas de critères. Donc, on prend les patients, on les classe selon l'âge. On essaie de voir les symptômes parce que ce que j'ai présenté, c'était pratiquement un tableau rapide. Il y a d'autres tableaux actuellement qui continuent, qui sont en cours pour voir les patients qui sont dans tel ou tel stade qu'on a intubé, combien se réveillent, qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que l'étude continue, mais les essais cliniques ont déjà touché à leur terme. Et pour ce qui est... il y a une autre question? Il y a la méthodologie et puis quel traitement de comparaison? La méthodologie, vous parlez de la méthodologie pharmacologique, pharmaceutique, les spectrogrammes. Non, la méthodologie. Oui, la méthodologie, vous avez vu les tableaux. Les patients, il y a des tableaux différents pour ce qui est des résultats. On devrait au fait présenter tout le cahier, non seulement des enquêtes dans les résultats. On a classé les patients selon la sévérité des symptômes. On a placé les patients également selon le tranche d'âge. On a classé les patients selon les pathologies aussi sous-jacentes. Donc, il y a comment dirais-je, des présentations statistiques sous la statistique qui se sont aussi faites. C'est comme ça que nous avons pu orienter les choses. Docteur Moussa, vous pouvez prendre la parole.
Docteur Moussa, Oui, vous pouvez merci. prendre. Oui, merci beaucoup, docteur Kabongo. Docteur Batangou, merci beaucoup pour votre présentation. D'abord, je commencerai par vous présenter mes condoléances parce qu'on a appris que vous étiez éprouvé, mais vous avez quand même tenu à être ici. C'est quand même un sens de respect. Mais laissez-moi vous dire aussi que dans cette audience, nous avons des médecins, nous avons des professeurs des universités, nous avons des PhD, de spécialistes de divers horizons en médecine. Donc, en suivant votre présentation, je serai honnête. Vous voyez, nous sommes des scientifiques et en matière de sciences, il n'y a vraiment pas d'état d'âme. Cette présentation me semble beaucoup plus commerciale que scientifique. Vous nous avez parlé de beaucoup d'histoires, que ça marchait, ça a réussi, ça a marché. Mais ici, nous nous attendons aux data. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de chiffres. Si on peut commencer déjà, vous avez dit que vous avez... En tout cas, il y a beaucoup à balayer, hein, il y a vraiment beaucoup à balayer du début à la fin. Il n'y a aucune méthodologie qu'on a pu saisir de votre présentation. Déjà, vous avez dit que vous avez fait des essais précliniques. Où avez-vous publié vos résultats? Quels étaient les résultats? Quel journal? Quelle référence nous pouvons nous référencer? Je vous dis ici, je suis ici, j'ai des amis qui suivent, qui sont de non-congolais, des francophones aussi, qui essaient un peu de comprendre qu'est-ce que la RDC a fait. Et eux, ils n'ont pas besoin de cette présentation-là, beaucoup plus commerciale, pour nous expliquer le produit. Eux, ce qu'ils attendent, c'est le mécanisme et les données cliniques scientifiques de la méthodologie. Si même nous passons, combien de patients avez-vous recruté? Vous nous dites que vous avez eu beaucoup de malades, mais vous êtes limité à 300. Je vous dirai clairement pourquoi 300. Qui vous a dit 300? Comment avez-vous obtenu le 300? Je ne sais pas. Et deuxièmement, vous dites aussi qu'il y a une différence entre les observations cliniques et les essais cliniques. Donc, vous aviez un médicament que vous avez déjà commencé à donner aux gens sans autorisation clinique. Et même, quand bien même que vous aurez autorisé pour 300, mais vous avez donné à beaucoup plus de gens. Ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème déjà de méthodologie là-bas. Donc, dans votre protocole, rien n'a été déterminé au préalable pour nous dire combien de malades vous alliez déterminer. Et je vous dis déjà que le nombre de malades sont déterminés par les statisticiens en avance. Ils vous disent déjà le power, la puissance de votre étude sera d'autant. Mais il n'y a aucune puissance dans votre étude. Vous imaginez 300, mais vous allez jusqu'à milliers de malades. Ça, c'est déjà un problème de méthodologie, un problème de... Déjà là, il y a un problème, comme on dit en recherche scientifique, il y a sample bias. Donc déjà, votre échantillon a été biaisé. Ça, c'est un. De deux, vous avez recruté les caractéristiques de vos malades. Vous nous dites que vous aviez eu des enfants, et parmi lesquels les enfants de 0 à 9 ans. Bon, je ne sais pas. De 0 à 9 ans. Et si je vérifie les pourcentages, plus de 75% de vos patients avaient moins de 60 ans. Mais nous connaissons tous que les malades de moins de 60 ans ne présentent presque vraiment pas des signes graves. Et surtout, connaissant la maladie, comment on appelle, l'évolution naturelle de la maladie elle-même, qui guérit à plus de 90% naturellement. Quelle différence avez-vous pu faire que la guérison de ces gens-là ne vient pas naturellement? Parce que nous avons tous souffert de la COVID. Mais on n'a rien pris, on a été guéri. Maintenant, quelle différence avez-vous pu, quelle méthodologie avez-vous pu appliquer pour comprendre qu'il y a une différence entre une guérison naturelle et votre produit? Pour être franc ou peut-être pour être vulgaire, si vous aviez donné du foufou ou de l'eau ou même la prière à ces malades-là, pensez-vous qu'ils allaient mourir? Donc, il y a un problème là. Donc, c'est à vous maintenant de nous démontrer scientifiquement, avec la méthodologie, qu'est-ce que vous avez fait. Alors, je poserai ma question. Avez-vous randomisé vos patients? Vous avez fini. Ça, c'est la question. Oui, donc, docteur, vous pouvez... Oui, parce que je sens l'agitation. randomiser vos patients? Le confrère est vraiment agité. Agitation. Moi, je sais que c'est un forum, une agitation. Vous êtes tellement agité qu'on se pose la question de savoir si ce n'était pas une agitation préparée. C'est quand même particulier, votre façon de poser la question comme si vous vous chamaillez. Non, ce n'est pas comme ça que nous parlons entre collègues. Je ne suis pas venue dans un objectif commercial. Je pense que j'ai commencé par l'introduction. Il fallait présenter les centres, il fallait présenter les inventeurs, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui prennent certaines histoires pour une médecine. Quand on parle, on voit de tout ce qui est africain, qui est noir, on a l'impression que c'est du n'importe quoi. Alors que vous êtes noir, vous êtes médecin, vous pratiquez la médecine en bonne et due forme parce que scientifiquement, vous en avez les attributions, vous avez été formé pour ça. Et je ne sais pas si vous avez suivi dès le début. Ceux qui ont suivi m'ont entendu parler du produit dans les détails parce que le temps qui m'est imparti est tellement infime. Mais malgré ça, j'ai parlé des mécanismes d'action, des principes actifs, j'ai parlé des molécules. Quand vous me parlez de titres commerciaux, je ne suis pas venue avec un prix. Là, je déplore un tel langage.
Et vous êtes tellement agité que nous ne savons pas ce que vous voulez, quelles questions vous avez à poser. Moi, je pense qu'il faut être posé. C'est un forum. Nous avons affaire à des responsables, des ministrables, des personnes qui communiquent avec l'extérieur. C'est d'une telle agitation qu'il n'y a pas de précision dans ce que vous voulez. On ne sait pas si c'était dès le début, il fallait attendre, ramasser. Je vais ramasser Docteur Mamissa quand elle passera. Ceux qui ont suivi, des consciences tranquilles, ont tiré ce que nous avons dit. 300, c'est un chiffre. On nous a imposé un chiffre. On nous a imposé un chiffre. Et je reviens pour dire au début, pour ne pas élaguer ce que vous dites là de façon agitée, ce sont des molécules au préalable qui sont déjà connues pour dire que vous prenez des histoires que vous ne connaissez pas, vous appliquez sur les gens. Non, nous sommes un centre de recherche, 40 ans suffisent pour avoir des responsables qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons mené nos études en bonne et due forme et tout ce que nous avons reçu comme sanctions sur le plan ministériel, la santé et technologique, ce n'est pas du n'importe quoi. C'était mérité, c'est la méritocratie. Ce sont des études qui ont été faites dans tout le roulement scientifique requis. Donc, on n'a pas, qui vous a dit 300, qui vous a dit non? Il y a certains à qui on a imposé 20. Nous, on nous a parlé de 200 parce que les gens guérissaient, ils allaient toujours au-delà. Non, ajouter, nous allons un peu voir si ça ira ajouter. C'est l'autorité morale, le ministère de la Santé, la 3e direction. Donc, quand vous dites ça, je suis désolée. Je suis vraiment désolée d'entendre un langage pareil d'un confrère qui doit me parler avec agitation. Je sens vraiment que c'est patibulaire. C'est avec une intention animus nocandi. De me nuire scientifiquement, je suis bâclée. Merci, docteur Mamissa, pour la réponse. Je parle dans ma voiture. Cerveau. Merci, docteur Mamissa, pour la réponse. Ça ne marche pas commercial. Je ne suis pas venu faire du commerce. Vous retirez ça. Vous retirez ça. Merci, docteur Mamissa. On retire commercial. Si les autres vous suivent, Védétaria, pour savoir que je l'ai attaqué. Moi, affrontez-moi scientifiquement. Je suis prête à vous donner tous les détails. Parce que le temps est vraiment imparti, nous serions allés même dans les détails. S'il faut détailler même les méthodes chromatographiques des lésions, nous allons le faire, même sur les souris, les cobayes et le type génétique des souris. L'hématochimie, la biologie moléculaire, nous avons suivi tous les éléments. Et nous vous informons que nous sommes en relais avec l'Institut de recherche clinique de Montréal, de M. Michel Chrétien. Donc, si j'avais une autre peau, vous seriez là en train de vous incliner, écouter. Je regrette beaucoup. En train de conduire, je ne sais pas si vous avez les oreilles à la musique ou à la rue. Et si vous aviez suivi dès le début, mais vous ne m'avez pas. Hein. Je pense que les consciences sont tranquillement suivies. Docteur Mamissa. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie. On va évoluer. J'espère que ceux qui posent des questions ont le temps de suivre. Si vous n'avez pas suffisamment suivi, je prends une question qui vient du chat. Arrêtez de venir déranger le forum. Ouais, je prends une question qui vient du chat, qui vient du docteur Kambou, qui pose une question qui est liée aux enfants de moins de 12 ans, parce que dans votre échantillon, il y avait des enfants de moins de 12 ans. Il dit qu'étant donné que les enfants, globalement, ne font pas une maladie aussi remarquable, est-il vraiment nécessaire de leur donner le médicament, le Manacovid? Bon, ce sont des enfants qui ont été testés positifs, ils ont présenté les symptômes. Pourquoi les abandonner? Vous ferez un palu comme c'est un enfant. Il y a un cas aussi qu'on n'a pas signalé ici. Il y a un enfant de 10 mois, Angalema, qui a fait le corona. Parce que j'ai vu le confrère tout à l'heure. Non, cette tranche d'âge, on ne la fait pas. Non. Vous êtes où? Vous êtes en Afrique du Sud, mais ici au Congo, ça se passe. Hein. Vous savez que les réalités climatiques, comment dirais-je, le style de vie, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Il y a beaucoup d'éléments. Là, c'est là-bas. Au contraire, nous devons nous mettre ensemble pour faire des études de façon à dire qu'ici, c'est telle tranche d'âge. Chez nous, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça. Ici, vous verrez, les plus jeunes qui sont tellement en mouvement, la retraite commence très tôt. Ce sont ceux-là qui sont en contact dans les milieux qui font facilement cette pathologie, contrairement ailleurs. C'est la baisse immunitaire liée à l'âge, parce que les personnes vulnérables, vous voyez les vieillards et tout ça, mais ici, curieusement, on a été surpris, la plus grande catégorie s'est retrouvée dans l'écart de 40 à 55 ans. Donc, il ne faut pas commencer à banaliser des études que nous avons faites en toute conscience. Et toute une carrière comme ça, non. Je pense que pour les enfants, cet enfant de 10 mois dont je parle était déficient sur le plan immunitaire.
c'était un enfant qui avait le VIH aussi. Il faut savoir aussi le reconnaître, ce virus, quand il se retrouve dans un terrain où il y a une dépression immunitaire, toute la case défensive des soldats que nous avons, les globules blancs se retrouvent fragilisés aussi, hein, vous n'êtes pas censé l'ignorer. Et puis, il y a certains détails qui échappent au contrôle de l'organisme. Donc, dans les terrains, il y a des enfants qui sont des enfants issus, l'enfant de 10 mois était issu d'une mère séropositive. C'est un enfant c'est une mère qui n'a pas suivi un traitement. L'enfant s'est retrouvé avec le VIH. Donc, les symptômes sont partis, mais son VIH est toujours là. OK. Je ne sais pas si Merci je me fais beaucoup. comprendre. Est-ce qu'on peut pas avoir... oublier les enfants. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir Dr Sam Mulumba? Dr Denis Bangala, je vois votre main, mais appuyez sur le link. Comme ça, vous êtes sur la ligne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ça électroniquement et ils sont en ligne. Je ne sais pas les sauter et vous prendre. Si vous faites ça vous entrez sur la ligne, comme ça, je vais vous prendre aussi. Est-ce que je peux avoir Dr Sam Mulumba? Je vais demander à ce que les questions soient courtes. Okay. Et je vais demander à Dr Mamissa aussi de répondre de façon courte pour qu'on prenne plus de questions. Bonsoir, Dr Mamissa. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous sommes très contents. Ma préoccupation est basée plutôt, je vais dire, sur l'échantillonnage que vous avez fait. Vous avez parlé des 300 personnes qui étaient sélectionnées. Je voulais savoir quels étaient les critères des sélections. Si c'était dû par rapport au test qui était positif, par rapport au test positif, nous savons que, comme Dr Moussa, qui vous a posé la question, peut-être vous n'avez pas apprécié la question, il a dit qu'il y a 90% ou 80% de personnes qui sont guéries sans avoir pris le médicament. Acceptons que vos critères étaient dans les 20% qui ont des symptômes. Et dans les 20% ou 10% qui ont des symptômes, comment vous avez catégorisé les symptômes et comme vous dites que vous aviez 100% des résultats, que les gens étaient guéris, y avait-il une comparaison? Parce que j'ai vu un confrère qui a posé la question, vous n'avez pas répondu. Parce que quand on fait les recherches, normalement, on doit faire une comparaison dans l'efficacité des médicaments. C'est-à-dire que s'il y a un molécule et l'autre molécule qui ne marche pas ou qui a des effets moins que ça, on ne compare pour voir l'efficacité. Mais curieusement, vous dites que c'est une molécule magique qui a guéri tout le monde. Il n'y avait pas le standard qui était là. S'il n'y en avait pas, avez-vous pas comparé à l'autre molécule où c'était 100%, mais quels étaient les critères de recrutement et comment était votre recrutement, de sélection, comment vous avez catégorisé ce qui était vraiment, je veux dire, sévère, je peux dire en français, mild, modéré et puis sévère, si vous pouvez m'entendre. Docteur Sam Mulumba, oui, j'ai demandé à ce que les questions soient courtes. Please. Oui. Quels étaient, si des 300 personnes qui étaient sélectionnées, tous étaient symptomatiques, et quelle était la catégorisation des symptômes? Et les résultats, tous étaient 100% guéris. C'est ça ma question. Oui, je crois qu'elle a mis un dernier slide où elle a dit tous les malades étaient guéris. Je crois qu'il y a une question de Dr Musungila qui demandait... Critères de sélection? Oui, docteur Mamissa, je suis en train de mettre un peu de l'eau. Et puis, il y a une critères de question sélection, il y a une question de docteur Musungila qui a aussi parlé de la classification des malades. Est-ce qu'ils étaient sévères, modérés ou simples? Et je crois qu'elle a répondu que c'était un mélange. Elle a répondu à cette question. Est-ce qu'on peut... Je vais prendre la question de docteur Chungu et qui est plus ou moins ensemble avec la docteure Matumona. C'est qu'ils disent que certains de vos effets secondaires ressemblent justement à la clinique de Covid. Comment est-ce que vous avez fait la différence entre les deux? Comme la perte d'odorat ou la perte de goût. Vous me suivez? Allô? Docteur Mamissa, vous me suivez? Oui, c'est maintenant que vous ressortez. Vous étiez en train de couper. Certains de nos résultats, s'il vous plaît, docteur, vous dites? Non, certains effets secondaires que vous avez présentés dans vos tableaux ressemblent à la symptomatologie de Covid.
comment avez-vous fait la différence, comme perte de goût, perte d'odorat et tout ça, et les courbatures et tous les autres? D'accord. Il y a eu une personne pour le perte de goût et perte d'odorat. Il y a aussi une personne. Nous avons recueilli tout après que le test soit négatif et que le patient se remette à pied, recommence l'activité normale. Nous étions obligés de suivre parce que pendant les essais la période des essais cliniques, pas nous, mais le comité d'éthique, les investigateurs devaient suivre les patients, vérifier même quelques jours, plusieurs jours après, voir s'il n'y a pas eu d'autres effets qui sont apparus, qui ont pu rejoindre les patients pour faire une liaison avec les médicaments, parce que on pouvait ou ne pas présenter, mais honnêtement, ce que nous avons présenté, c'est ce que le comité d'éthique, les investigateurs désignés qui ont fait de leur côté, alors il y a eu un résumé qui sont venus présenter. Donc, c'était des suivis, plusieurs temps même après les patients. On a toujours des patients que nous continuons à suivre, pour ne pas dire que le médicament, parce que nous avons parlé également de la couverture des assurances, qui recouvre aussi la vie des patients que nous continuons à suivre. Donc, la perte d'odorat, le goût, les gens ont présenté ces symptômes pendant 2 jours et c'était parti. On s'est dit qu'il y a souvent des manifestations à retardement qui surgissent dans la symptomatologie, le polymorphisme que nous avons remarqué de ce virus, parce qu'actuellement, il y a même des patients qui n'ont aucun symptôme, qu'on teste positif. Après, certains se disent, Bakosi, on ne sait pas si le test est bon. 2 jours après, on vous dit, tiens, le patient est en coma, le patient a fait presque une crise d'AVC. Donc, on se pose la question de savoir, à l'instar des troubles respiratoires, est-ce qu'il n'y a pas au niveau de la barrière hémato-encéphalique quelque chose qui se passe du genre, comme on a parlé du neurosida, neuropalu, est-ce qu'il n'y a pas un neurocovid? Donc, c'est comme ça que la recherche continue à battre le terrain, parce qu'il faudrait en savoir plus. Nul ne connaît, n'ignore qu'en ce moment, c'est un virus que nous sommes en train tous de chercher à détailler, à comprendre, à contourner, parce que ce sont des recherches. Nous avons parlé dans les commentaires de cette largesse du terrain qui est ouvert. Donc, c'est ça. Donc, ce sont des symptômes qui sont présentés pendant 2 jours et c'est parti, ils ont repris la vie normale. On a continué à les suivre pour se dire non, j'espère que le médicament, ce n'est pas ce produit. Le comité d'éthique suivait les sociétés de couverture d'assurance parce que les patients avaient droit de porter plainte. C'est dangereux. Ce n'est pas une entourloupette. Ce sont des études qui ont été faites minutieusement. Je pense qu'il peut y avoir une autre question. Ça vous va? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut demander à Serge de prendre la parole? Serge? Oui, j'ai suivi la... Oui, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. J'ai suivi la brillante... Oui, j'ai suivi la brillante présentation. Je serai très bref, je vais poser des questions. La première question, pour les malades qui sont intubés. Vous donnez Manacovid par la sonde nasogastrique ou vous donnez en suppositoire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel est votre plan pour gérer 80 millions de personnes au Congo avec Manacovid? Je m'arrête là-bas. Merci beaucoup, docteur. Ce sont des questions vraiment pertinentes. Nous avons suivi les investigateurs après leur présentation. Il y a le docteur Mwaluka, le docteur Kangoudia qui ont donné le Manacovid par la sonde nasogastrique qui a marché. Et pour les 80 millions de Congolais, vous avez raison, s'il faut se le dire sincèrement. Au début, quand la pathologie avait évolué, avait commencé, que nous avions déjà des extraits, parce que c'était un produit qui était déjà présenté à la riposte au début, le 14 avril 2020. Il y avait un plan de bouclage au fait du Covid, mais il y avait beaucoup de réalités politiques tout autour. On n'avait pas vraiment accès à faire certaines histoires, comme nous le disons sincèrement ici, nous ne sommes pas venus pour la politique. Nous avons vécu des vertes et des pas mûres. Pour le moment, ce qu'il faut faire, ce sont des subventions. Si seulement l'État peut s'impliquer, parce qu'on a proclamé le produit, oui, scientifiquement, parce qu'au début, on ne devait pas. Un médicament ne doit pas être scientifiquement politisé. Le médicament doit faire ses preuves.
Le médicament doit passer par tout le cursus normal scientifique pharmacologique et être apprécié par le pharmacien du département de pharmacie et médicaments, en fin de compte avec tous les investigateurs, tous les forums possibles scientifiques qui ont permis d'arriver là où nous sommes. Nous sommes limités. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une chose qu'on doit se dire. Nous sommes limités. C'est comme ça que nous sommes en train de voir dans quelle mesure est-ce que les personnes de bonne volonté, on attend d'abord le gouvernement promis. Jusqu'à présent, nous attendons. Espérons que le gouvernement va bouger. Et au moment où nous faisons les forums, il y a aussi des gens qui se sont connectés, qui étaient volontaires. Nous avons vu des gens réagir de part et d'autre des coups de fil, comme quoi ils vont suivre le forum. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce qu'ils peuvent faire, nous sommes limités. Nous sommes vraiment limités, ça, par honnêteté scientifique, nous le disons. Comme nous avons présenté aussi honnêtement ce travail, c'est le fruit de la conscience même, le fruit des gens qui sont allés à l'université, qui ont fait des études appropriées pour ça. Et alors, sur le plan économique, nous avons des experts aussi. Nous analysons les choses, il faut des subventions. Il ne faut rien à faire. Il faut des subventions, un financement, un soutien pour chercher à augmenter la production, parce que ça peut être pris à titre préventif et curatif, et un soutien, parce que nous sommes en train de faire une étude aussi au niveau de nos différentes souris et cobayes qui se rapprochent génétiquement de la formule génétique humaine pour essayer de voir les effets à combien de temps, quand on réinfeste, on fait une inoculation comment dirais-je, une inoculation extérieure de l'intérieur avec la bactérie pour essayer de réinfester la souris, essayer de voir dans quelle mesure la souris va encore résister, une souris qui a été sous traitement, pendant combien de temps s'il faut être réinfestée ou sans la bactérie, quand la bactérie n'existe pas, combien de temps la souris peut encore résister pour ne plus refaire les mêmes signes, ne plus présenter la maladie. Nous travaillons pour ces effets-là, essayer de voir si quelqu'un ne pourra prendre que le Manacovid peut-être 3 fois l'an ou 5 fois l'an ou 2 fois. C'est un effet vaccinal aussi, nous observons, parce qu'avec la quercétine, vous savez que le champ de la recherche est tellement large, et nous avons parlé du polymorphisme. Bon, là, je mets de côté de la polyphytothérapie, donc un ensemble d'éléments combinés alternativement sur le plan scientifique qui se retrouvent, qui ne sont pas nuisibles, qui peuvent encore combattre cette pathologie pour essayer de voir, parce que j'allais parler de la comparaison que nous avons remarqué pour ce qui est du mécanisme d'action chloroquine par rapport au plasmodium, chloroquine par rapport au Covid et quercétine. C'était un peu une étude comparée. Donc, nous avons minutieusement suivi les choses. Nous ne venons pas pour la commercialisation. Vous voyez que nous vous disons honnêtement que nous sommes limités. Nous sommes limités sur le plan merci. De la production. Il y a à peu près 7 mains, il y a des questions dans le chat. Il nous reste à peu près 15 minutes pour être 21h, donc 20h à Kinshasa. Je demande encore, je supplie aux gens, poser des questions courtes. Je demande à Dr Mamissa de répondre aussi de façon courte, de telle sorte qu'on prend le plus de questions possible. Est-ce que je peux avoir Dr Albert Mouya? Merci beaucoup. D'abord, je commence par féliciter Mamissa, qui est une amie à moi, une amie personnelle, pour tout le travail que vous avez fait. C'était magnifique. Mais ça ne me laisse pas le temps de pouvoir corriger des informations, parce que vous avez dit beaucoup de choses qui sont vraies et beaucoup de choses peut-être par, je ne sais pas comment. D'abord, le Provoté là n'a aucun effet sur le Covid. Donc, la transmission du Provoté là, dire que le Provoté la transmet le Covid. Oui, j'ai dit que le Provoté là, je commence d'abord par corriger la désinformation. D'abord, le Provoté là n'a aucun effet sur le Covid. Dire que le Provoté là permet à faire que le Covid soit grave, c'est faux, parce que le Provoté n'a même pas de récepteur AC2. C'est une information qui était sortie en mois d'avril, qui a été bêtée en brèche. Donc, cette information-là, elle n'est pas vraie. Toutefois, je reconnais, pour avoir travaillé à l'IRSM avec le professeur Jean-Chrétien Mouyembe, que l'isoquercétine qu'on utilisait pour le virus d'Ebola a un effet viral qui est prouvé. Il est probable que l'action du Manacovid est possible, mais la voie que vous expliquez n'est pas la bonne. Donc, ça veut dire que ça nous demande encore des recherches pour pouvoir déterminer comment le Manacovid agit. Et comme les autres ont essayé d'expliquer, il faudrait que le Manacovid, qui est un produit qui, comme vous avez dit vous-même au départ,
va faire entrer la recherche dans le Congolais à un niveau élevé, devait se faire selon le standard. Et nous sommes disposés à vous donner nos compétences pour pouvoir mettre en place une étude réelle qui pourrait faire les standards internationaux. Ça, c'est un premier point que j'étais en train de vouloir expliquer. Et un deuxième point, moi, comme j'ai dit... Soyez bref, oui, non, je suis en train... Je ne vais pas arrêter de parler parce qu'il y avait une chose qui est affirmée. Ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. Ce que vous connaissez en phase clinique sévère, ce n'est plus le Covid qui agit, c'est une phase inflammatoire cytokinique. Et en deuxième phase, les antiviraux n'ont presque pas d'effet. Quand vous dites que vous prescrivez le Covid en phase sévère, comment toutes les études scientifiques ont prouvé qu'en phase sévère, c'est une phase cytokinique. On doit prendre avec les anti-inflammatoires, prendre les anticoagulants pour pouvoir agir. Comment vous agissez en ça? Tout en expliquant que je suis d'accord que le Covid pourrait agir sur la Covid-19, mais par un mécanisme qu'il faudra encore se mettre d'accord pour expliquer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça, je crois que ce n'est pas tellement une question. C'est juste une intervention. Après, il y a Keti Ngoyi. Je ne sais pas si c'est Thierry Ngoyi ou c'est quelqu'un d'autre. Si c'est Thierry Ngoyi, je ne vais pas lui donner la parole parce qu'il a pris la parole en premier. C'est qui? Keti Ngoyi, c'est qui? C'est Thierry Ngoyi. Ok, merci Thierry. Je crois qu'on va donner un peu la chance à d'autres personnes de parler. Allô? Ok, je pourrais revenir avec une question après si on a le temps. Merci. Pas de problème. Docteur Mamissa, je prends d'autres questions pour vous. Hé, moi. Allô? Maman Caroline, vous devez demander la parole électroniquement pour que je vous voie sur le système parce qu'il y a déjà 7 mains qui sont levées électroniquement. Je ne sais pas les laisser vous prendre. Demandez la parole. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est une suggestion. Allô? Oui, parlez. Vous pouvez parler, Maman Caroline. Ouvrez votre micro et parlez, Maman Caroline. Ouvrez le micro. Maman Nangai, wapi? Oui, vous pouvez parler. Ouvrez votre micro. Ok, on ne vous entend pas. Est-ce que je peux demander à Crispin de poser sa question? Crispin? Bonsoir à tout le monde. Merci, Dr Mamissa, pour la présentation. Il faut être bref. Je voulais juste rentrer sur la méthodologie parce que, en fait, vous avez dit que vous avez eu 1000 personnes ou 1000 patients qui étaient en fait, au début de la recherche et puis vous vous êtes rabattu à 300. Je voulais juste savoir en termes, parce que vous avez dit, est-ce que vous avez considéré le fait que, ayant regardé aux statistiques, qu'il y avait beaucoup plus de cas qui avaient une présentation mineure ou peut-être modérée qu'une présentation spéciale, c'est-à-dire que 80 à 90% de ces malades pouvaient sans médicaments s'en sortir. Alors, je voulais poser la question de savoir, la première question, c'est que est-ce que vous ne pensez pas que le phénomène de la cour normale ou de la naturelle pouvait seulement intervenir sans que ces malades aient pris de médicaments? La deuxième des choses, je sous-entends que c'est une étude qui était prospective. Alors, je demandais si vous avez considéré seulement faire la sélection de ces patients. Est-ce qu'il y avait je ne sais pas comment mettre ça, une randomisation de ces malades? Est-ce que vous avez utilisé un processus où tout le monde a été, si je peux me mettre la traduction directe, c'est-à-dire aveuglé, c'est-à-dire de celui qui était en train de donner le médicament et pour éviter donc le bias ou les biais ou qui pourrait se présenter du fait que, en fait, si je sais que tel malade reçoit tel médicament, ça pourrait influencer les résultats de cette recherche-là.
et que, bon, en fait, il n'y a pas eu de contrôle groupe, c'est-à-dire le groupe ou le placebo. Vous pouvez dire, par exemple, j'ai donné les 300, ce sont eux à qui j'ai donné le médicament, mais il y avait encore 300 ou 800 que vous avez ajusté en termes de l'âge, en termes de sexe et en termes peut-être de comorbidité pour essayer de trouver quand même dire que le médicament est en train de marcher. Parce que je n'ai pas entendu parler du contrôle groupe. Vous avez donné peut-être le placebo ou quelque chose d'autre pour essayer de faire une comparaison. J'étais seulement en train de pouvoir essayer de comprendre pour qu'on arrive à tirer des conclusions comme le vôtre ici. Nous avons besoin d'avoir une recherche qui est assez avec une comparaison qui peut se faire et on peut utiliser la randomisation dans le processus pour essayer de tirer le biais. Je sais que je suis en train, donc j'espère que quelqu'un m'a compris et pourra transmettre ça de cette façon-là. Merci beaucoup. Mais où est Mamisa? La présentatrice n'est plus là. La présentatrice est là, mais son micro est fermé. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Elle est où? Allô? Allô? Oui, vous pouvez parler. Oui, vous pouvez parler, Mamisa. Allô? Oui. Donc, les 300, c'est le comité d'éthique, les investigateurs en définitif qui ont statué. Mais il y a, quand j'ai dit qu'il y a plusieurs, donc il y a certains qui étaient suivis, comment dirais-je, qui prenaient un traitement comparatif. Nous ne sommes pas venus pour faire des études comparatives ici. Donc, la démarche a été suivie. Il y a l'axe placebo qui était intégré. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, pour ce qui est du nombre, ce n'était pas juste 300. 300, encore faudrait-il du côté éthique qu'il y ait le volontariat pour signer. Ce n'est pas tout le monde qui était prêt à signer. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à donner son adresse, à signer, à parler de ce que la personne a ressenti, comment la personne s'est fait soigner et comment est-ce qu'on a abouti à ce qu'on a comme résultat, comment est-ce que les 3 tests étaient devenus négatifs par rapport au premier. Donc, il y a eu plus de 300 personnes, parmi lesquelles le comité d'éthique a eu un visage, un rideau aussi avec des études placebo et comparatives. OK, merci. Et puis, personnellement, théoriquement, c'est autre chose. Nous qui sommes sur le terrain, nous vivons autre chose. Sur le plan biologique, clinique, il y a beaucoup de réalités. Donc, les personnes, aujourd'hui, dire telle théorie a été balayée, on ne peut pas strictement admettre des histoires que nous continuons à voir. Parce que vous êtes censé ignorer qu'il y a même des autopsies qui étaient faites sur des cadavres. Alors, sur le terrain, il y a beaucoup de réalités. En dehors de certains examens, nous poussons les examens plus loin. Nous sommes en train de suivre aussi le biotope intestinal des individus. Donc, dire que c'est une théorie balayée, ça, c'est la théorie. Mais en pratique, on ne balaye pas les choses qu'on voit sur le terrain. Ça fait plusieurs années que nous travaillons et nous connaissons à la fois sur la recherche et la clinique les réalités du terrain. Nous sommes des personnes du terrain, pas des théories. Ce qui est balayé théoriquement n'a qu'à être balayé théoriquement. Ce que nous voyons, c'est ce que nous disons. Donc, je parle en particulier pour la personne qui vient de parler de balayer. C'est une théorie balayée depuis tellement. Non, nous voyons autre chose. De même pour la personne qui parlait de la tranche d'âge, il y a beaucoup de réalités que nous voyons ici. Et puis, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui présentent une forme silencieuse qui, du jour au lendemain, font des comas. Donc, nous parlons en tant que personnes du terrain. Je pense que ça a été clarifié. Et la quercétine agit sur la cytokine. Ça, je ne suis pas censée ignorer. J'ai voulu éclairer un prédécesseur qui a voulu me corriger, mais il ne faut pas corriger une personne qui est dans l'eau. Quand le poisson te dit que le crocodile est malade, il ne faut pas croire de l'extérieur que la théorie et le terrain, c'est 2 choses différentes. Merci. OK. Il y a une question dans le chat qui demande... Il y a une question dans le chat qui demande si les enfants de 0 à 9 ans, quelle était leur symptomatologie? Quels symptômes présentaient-ils? Allô? Docteur Mamisa? Docteur Mamisa, vous me suivez? Oui, je vous suis maintenant. Vous venez de revenir. Yeah. Oui, dans docteur. La symptomatologie des enfants de 0 docteur. à 9 ans, qu'est-ce que vous aviez vu?
Moi, je vous écoute. Allô? 5 sur 5. Hein. Vous avez dit des enfants de 0 à 9 ans. Parce que dans votre groupe de participants, il y a les enfants de 0 à 9 ans. Quelle était leur symptomatologie? Quels symptômes avaient-ils? Oui, je vous entends maintenant. Ouais. Oui, ce sont des enfants pour la plupart qui étaient à côté des parents contaminés, qui ont présenté des fièvres, des pleurs, et ce sont des enfants qui ont été testés, qui se sont retrouvés positifs, dont un déficient. Et les autres, c'était la proximité. Hein. Ce sont des enfants qui se sont retrouvés avec des parents atteints et qui se sont retrouvés atteints aussi. OK. Dom Bouté, est-ce que vous avez votre question? Vous pouvez poser. La contagiosité de proximité. Oui. Bonjour, docteur Mamissa. Merci beaucoup pour votre exposé qui était très intéressant. Je voulais juste faire préciser ce qu'un des précédents orateurs, intervenants a posé. Ça aurait été intéressant de voir les résultats du groupe placebo pour voir un peu le caractère significatif au niveau statistique. Et deuxième question, est-ce que c'était une étude ouverte? C'est-à-dire, est-ce que le patient savait ce qu'il prenait ou l'investigateur ne savait pas ce qu'il prenait par rapport à ce que le patient prenait? Et la dernière question, est-ce qu'il y a eu une incidence sur la négativation du test PCR? Merci. Il y a des patients qui ne savaient pas. Il y a des patients qui ne savaient pas, surtout ceux qui étaient en coma, des patients intubés qui se réveillaient, à qui on apprenait qu'ils avaient pris le Manacovid. Il y a des patients qui ne savaient pas. Il y a eu une catégorie pour l'accès placebo. Il y a la prise de la molécule proprement dite sous la manque de conscience du patient ou une molécule autre. Donc, c'est l'aspect bioéthique dont on tient compte. Merci. OK. Allô? Oui, ça va. Merci beaucoup pour la question, pour la réponse. Est-ce qu'on peut prendre Abdon Kikangala? Merci, docteur Kabongo. Vous m'écoutez? Bonsoir à tout le monde. On vous écoute. Soyez bref. Hein? Bonsoir, OK, je serai bref. Oui, ma question est celle-ci. Est-ce que les études ont été publiées sous forme d'un papier scientifique et dans quelle revue? Au cas où ça a été publié, c'était dans quelle revue pour que les gens aient accès? Si ces études n'ont pas été publiées, est-ce qu'il serait temps de les publier? Parce que Mamissa a parlé qu'ils ont besoin de financement, de soutien. La meilleure façon pour que les gens soutiennent et que les gens aient accès aux données qu'ils lisent par eux-mêmes, en ce moment-là, ils peuvent arriver à soutenir. Voilà ma question. Oui, nous avons publié, mais c'est vraiment limité. Hein? Il y a le magazine Bilongo, il y a RDC Monde, il y a la bibliothèque de la 3e direction du ministère de la Santé, mais c'est vraiment limité. Hein? Il faut faire large diffusion. Comme vous venez de dire, confrère, vous avez raison, confrère Abdon. Merci beaucoup. OK. Une question du chat. Pourriez-vous revenir sur la place? Allô? Oh là là. Vous m'écoutez, docteur Mamissa? Oui, je vous écoute très bien. Oui. Pourriez-vous revenir sur la place ou l'importance du mécanisme d'action de la quercétine? Allô? Il y a quelqu'un qui demande, oui, il y a quelqu'un qui demande le mécanisme d'action de la quercétine. Allô? Allô? Oui. Moi, je vous écoute 5 oui, sur la 5. quercétine, vous me suivez? Okay. Quelqu'un demande le mécanisme d'action de la quercétine. Oui, la quercétine, parmi les flavonoïdes les plus puissants décrits actuellement, c'est une molécule qui a pour effet d'inhiber, c'est un inhibiteur des différents récepteurs, les 2 récepteurs principaux, l'hémagglutinine et la néraminidase. Ça empêche la fusion au niveau des 2 cellules virales et la cellule hôte, pour empêcher le cycle viral, pour qu'il n'y ait pas fixation, et le non-enrobage ne se fasse pas, ni la reproduction du matériel génétique, encore moins la réplication et la libération du virus. Donc, ça, c'est au niveau de la cellule hôte. Au niveau de la cellule virale, ça empêche la croissance virale de la cellule pour commencer à détériorer la membrane cytoplasmique virale.
Donc, quand nous voyons les effets de la chloroquine, bon, sorry, je ne sais pas, je risque d'être trop longue, en fin de compte, contre le COVID, la dernière étape, c'est pratiquement dénaturer la membrane, la membrane ARN, la dénaturer, comment dirais-je, la chaîne ARN du COVID. Donc, la cellule est détruite. Et au niveau de la cellule hôte, ce sont les récepteurs qui sont bloqués, il n'y a pas de fusion. Et le cycle viral n'est plus possible. Allô? Ok, merci. On va demander à Dr Maïs Kissala. Allô? Soyez bref. Oui. Merci. Je tiens à féliciter Dr Mamissa pour son courage et le dévouement et sa contribution à la recherche. Oui. Ma question, beaucoup de mes questions ont été déjà posées par nos prédécesseurs, mais là, j'aurais voulu que Dr Mamissa puisse quand même répondre à des questions de Dr Moussa, qui étaient quand même intéressantes. Malheureusement, elle n'a pas vraiment répondu. Mais sinon, je voulais demander par rapport aux publications que vous aviez faites. Oui. Est-ce possible de nous communiquer les DOI pour qu'on puisse entrer en contact et lire un peu vos publications, comme ça qu'on puisse savoir? Vous sortez entrecoupé. Vous m'avez saisi? Répétez Oui, je suis en train de question. dire par rapport aux publications que vous avez faites, dont vous faites allusion. Vous pouvez nous communiquer le DOI de vos publications, comme ça on sait lire et puis qu'on puisse avoir un peu les informations nécessaires. Parce que là, je ne comprends pas trop bien. Vous allez entrer dans le site du CRPL que je vais donner à la fin. Comme ça permettra à tout le monde de pouvoir entrer, d'avoir tous les renseignements possibles pour ce qui est des publications. C'est au niveau de nos sites. Hein. Au niveau du site, je vais passer le site. Comme ça, vous pouvez me l'envoyer. Envoyez-le-moi sur mon WhatsApp. Envoyez-moi ça sur WhatsApp, je vais le transférer. On peut avoir Dr Sangbe. Docteur Thierry. On peut avoir Dr Sangbe Gardinga. Oui, bonsoir tout le monde. Toutes mes félicitations à Dr Mamissa pour sa présentation. Je ne suis pas un médecin, je suis un biologiste, ingénieur agronome, et j'ai suivi l'exposé qui a été fait. Et j'ai quelques petites questions, notamment au niveau de la publication. Je pense que pour des raisons de crédibilité, il faudra nécessairement faire des publications sur des revues scientifiques internationales. On en a vraiment besoin. Le deuxième élément de ma préoccupation concernait la question de l'efficacité, mais je crois que Dr Mamissa s'est assez étendu sur ça. Je voudrais, en troisième position, revenir à la question de financement, à la question de soutien. Alors, je me demande si l'équipe de Dr Massia s'est intéressée à l'Union africaine. Il me semble que l'Union africaine dispose d'un fonds de soutien aux recherches scientifiques. Et est-ce qu'il est possible d'essayer de prendre contact avec l'Union africaine? Et dernier élément, est-ce que, ou plutôt je vais le formuler sous forme de question, quelles sont les relations entre le centre de recherche que dirige Dr Mamissa
et l'OMS. Je vous remercie. Merci. Le pharmacien Étienne Flaubert Batang-Ompessa, le promoteur du centre, est un fruit de l'OMS. Il a été boursier de l'OMS. C'est l'OMS qui l'a envoyé à l'Université de Montréal pour faire sa spécialisation, sa maîtrise sur l'analyse, contrôle des médicaments et pharmacie-industrie. Jusqu'à présent, chaque fois que nous faisons quelque chose, toutes nos publications sont dans les bibliothèques de l'OMS. Pour dire scientifiquement, on s'arrange pour avoir un relais parce que nous sommes de la santé. Même au moment où nous vous parlons, pour le Manacovid, on a déposé des publications et on a déposé au niveau du ministère de la Santé. Nous faisons toujours allusion à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, sur ce point-là, on présume qu'une personne qui sera au niveau des différents bureaux de représentation de l'OMS dans tous les pays, commençant par le Congo, nous présumons qu'ils font au moins une transmission légale et originale de ce que nous déposons toujours, ce qui a toujours été déposé parce que le promoteur même du centre a fait plusieurs publications, bien avant que je le rejoigne. Il avait plusieurs années d'expérience. Il est allé au-delà d'une quarantaine de publications qui se retrouvent même au niveau de l'OMS. Pour les subventions, oui, au niveau de l'Union africaine, nous avons appris. Non, ça, je ne devrais pas, mais je vous montre quand même. Ça, c'est un dossier de demande de financement relatif à la subvention sollicitée par le CERPEL pour le renforcement de la capacité de production du Manacovid. Allô? Allô? On vous suit, on vous suit. Ah, ok. On vous écoute. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est pratiquement, nous travaillons sur ça. Dans l'équipe, nous avons des experts aussi, des économistes. Nous travaillons. C'est déjà fait, c'est finalisé. C'est en 52 pages. Donc, c'est en 52 pages. Nous avons introduit la demande. Nous attendons, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas inertes parce que nous sommes en train de voir ce qui se passe à travers le monde. C'est vraiment triste de voir, d'entendre le nombre de morts et tout ce qui se passe par humanisme. Et je pense que nous sommes sensibles à cela. Si seulement tout le monde pouvait être en mesure d'avoir le Manacovid et si tout le monde pouvait, toutes les souches sociales pouvaient y accéder parce que, essayant de sécuriser, au contraire, en cherchant à sécuriser le produit s'est fait encore plus cher parce que les éléments de sécurisation nous ont coûté. Si l'État peut prendre en charge, et si ça peut être gratuit au niveau du peuple congolais, à vil prix partout ailleurs, parce qu'il faut sauver des vies, c'est le plus grand de nos soucis, c'est ça. Nous ne sommes pas venus dans un axe commercial, loin de là, parce que nous avons suivi les normes, nous n'avons pas vendu de médicaments. Avant l'autorisation de mise sur le marché, nous avons donné plus de 10 000 flacons. Essayez d'évaluer, vous allez comprendre ce que ça nous a coûté, vraiment les yeux de la tête, mais ce n'est pas pour autant qu'on se relâche, on va continuer à travailler. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, pour la subvention, je pense que j'ai répondu, pour l'Union africaine, pour la documentation. Au niveau de l'OMS, nous introduisons, il y a des articles que nous avons au niveau du ministère de la Santé et de la Recherche scientifique aussi, il y a des articles, ça c'est bon, et votre idée est bonne en cherchant à nous proposer d'élargir davantage les informations, les écrits, les revues. Nous y pensons, faute de moyens, nous avec ça. Merci beaucoup. Oh, OK. Docteur Bangala, est-ce que vous pouvez parler? Allô? Oui, on vous a écouté, ça va? Il y a une autre question qui vient de docteur Bangala. Allô? Okay. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, les modérateurs. Moi, j'appelle de Toronto et je remercie Madame Docteur Mamissa. Je connais Docteur Majambo Mbikai et Docteur Chrétien. Ma question est précise, hein, parce que vous avez parlé, vous avez déclaré que c'est préventif et curatif. Alors, en termes de prévention, comment vous êtes arrivé à cette posologie? Est-ce que c'est venu d'une étude clinique ou observation clinique? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, sur les 300 personnes que vous avez observées, est-ce qu'ils ont tous eu des tests avant de commencer la cure ou bien c'est juste basé sur les observations cliniques? C'est ça les deux petites questions. Et pour les 300 personnes, ce sont des gens qui ont commencé par le test et qui présentaient des signes cliniques et après qui ont commencé le traitement. Donc, la condition, au début, il fallait avoir les signes cliniques et présenter le test qui est positif.
aux endroits bien indiqués. Et c'est comme ça qu'ils ont été soignés après, pour s'assurer que ce n'est pas un traitement autre que le Manacovid. Et pour le professeur Mbikaï, je n'ai pas bien compris votre question. Alors, l'autre question, c'est en termes de prévention. La posologie que vous avez pour la prévention, est-ce que c'est aussi ici dans des études cliniques ou bien des observations? Parce que normalement, pour la prévention, il faut avoir un groupe témoin. Ouais. Oui, ça va. Après avoir, venez m'éclairer s'il vous plaît, le courant au Congo, il y a beaucoup de réalités. Après vous avoir fait l'exposé, je pense qu'on a parlé des études qu'on a eu à faire très longtemps sur la quercétine. Donc, les effets antiviraux testés sur les souris, la toxicité, la dose létale, la dose moyenne. Donc, c'est une étude pharmacologique qui a été menée minutieusement avec des observations en dehors des humains et qui a, au fur et à mesure, qui s'est affirmée. Et c'est alors qu'avec la bioéthique et certaines réalités liées à l'étude dépendant de certains éléments des critères des médicaments que nous avons suivis pour ne pas aller en dehors des investigations légales de la santé, le médicament a été administré dans les essais cliniques. Donc, nous avons commencé par les animaux et même pour les animaux, il y a une réglementation. Quand vous allez au-delà, vous allez enfreindre une certaine loi, bien qu'ici, au niveau de légaliser certaines histoires sur la bioéthique des essais sur les animaux. Parce que sous d'autres cieux, on interdit, on a l'impression que c'est une torture, donc il faut avoir certaines limites et certaines permissions pour certains essais. Et vous savez, quand on n'est pas GMP, on n'est pas autorisé de manipuler les histoires de façon désordonnée, donc c'est contrôlé. OK, donc encore la question, c'est la prévention et curative. La prévention, c'est au niveau de dire la posologie. Alors, la posologie que vous utilisez pour la prévention, hein, c'est ici d'une étude clinique ou bien observation? Oui, ça, pour la prévention. OK, pour la prévention. Oui, la prévention, oui. Parce que si moi, aujourd'hui, j'ai dit, OK, j'ai fait une étude clinique. Oui. C'est ici la conclusion tirée d'une étude clinique. Oh là là, ça sort entrecoupé. La posologie prise relève des études pharmacologiques liées sur la pharmacocinétique dynamique des molécules en présence. Donc, c'est une étude qui a été faite in vitro avant d'aller in vivo. Donc, cliniquement aussi, comme je vous ai dit au début, pour ce qui est des observations et de la continuité, il y a beaucoup de médecins qui se sont joints à ce que nous faisons. Personnellement, je vous ai dit 3 fois le mois, le 10, le 20 et le 30, je me soumets à titre préventif à la prise d'une cuillerée à soupe. Donc, une cuillerée à soupe pour 50 à 60 ppm, cela suffit largement pour contraindre les 14 jours d'incubation. C'est après une étude clinique minutieuse. Les observations peuvent avoir précédé, mais il y a une canalisation pharmacologique pour ce qui est de la dose. Je crois que je me fais comprendre. Non, c'est documenté. Il y a encore un grand problème parce que moi, je suis spécialiste de vaccins, hein, donc j'ai travaillé chez Sanofi. Quand on parle de prévention, on parle de prophylaxie. Donc, on ne sait pas pour avoir des vaccins. La documentation est là. Non, laisse-moi Vous allez prendre le site, vous allez vous documenter. Donc, cela veut dire que vous avez documenté qu'il y a un groupe contrôle, hein, qui n'ont pas pris Manacovid et celui qui ont pris Manacovid, et vous les suivez pendant un certain temps, que ces gens, celui qui a pris Manacovid n'a pas été infecté, et dans le groupe qui n'a pas pris Manacovid, ils ont été infectés. Hein. C'est pourquoi on peut déclarer, hein, sur votre boîte, que le médicament est préventif et curatif. Hein, parce que si on déclare quelque chose préventif, ça doit être basé sur des données. Alors, on ne sait pas si ces données sont là, donc on va vérifier. Hein. Et l'autre question, vous avez parlé de l'Italie. Donc, le médicament a été utilisé en Italie. Et combien, vous savez, combien ont été utilisés en Italie? En Italie, vous avez parlé quelque chose que le médicament a été utilisé en Italie, si j'ai bien compris. Vous pouvez confirmer ça? Pendant la période d'observation clinique, il y a Non, je dis en Italie.
Mais justement, je suis en train de vous parler. Je vous parle, suivez-moi. Suivez-moi. Si vous ne me suivez pas, comment vous allez atterrir avec moi? Pendant la période SOS, où il y avait des désengorgements, il y avait des cris d'alerte en Italie, nous avions des personnes qui étaient guéries ici, qui avaient de la famille de l'autre côté. Il fallait absolument apporter secours. Donc, les extraits que nous utilisions, c'était des extraits déjà étudiés au préalable. Dans le Manacovid, il n'y a aucun extrait étranger aux molécules qui était déjà étudié et accepté au niveau du ministère de la Santé. Donc, c'est tout simplement le nom qui a fait peur parce qu'avec tout ce qu'il y a comme ensemble, c'était déjà un médicament qui avait des effets antiviraux prouvés depuis longtemps. Les extraits qui composent le Manacovid, ce sont des extraits que vous retrouverez dans le Manadia, Manalaria, avec un renforcement pharmacodynamique étudié par le promoteur ou encore l'inventeur. Nous avons fait partie de l'équipe, mais à chacun sa spécialité. Donc, en Italie, nous avons sauvé des vies aussi. Nous avons sauvé des vies parce que c'était une période où vous avez vu même le pape qui a lancé le cri d'alerte. Et je vous ai parlé d'une personne, une religieuse qui a préféré ne pas chercher à se livrer parce qu'elle a subi des menaces de mort. Et même nous-mêmes qui vous parlons, donc il y a beaucoup de réalités que je ne peux pas livrer comme ça, mais c'était un produit qui a été utilisé, qui a fait aussi ses preuves. Au début, c'était une difficulté. Il y a certaines personnes qui ont dit que c'est pour les schémas. Schéma signifiait makaku. Donc, c'est là qu'on a su le mot schéma signifiait makaku. Mais quand ça a bardé, il fallait absolument, on a autorisé les désengorgements, les médecins pouvaient soigner et nous avons porté secours parce que nous avions aussi des gens qui étaient bloqués en Italie. J'avais personnellement une tante qui a été guérie, qui en a parlé. Il fallait sauver aussi les autres et c'était comme ça. C'est passé par une religieuse. Merci. Ah, OK, donc ce n'était pas d'une façon officielle, hein? Donc si je peux confirmer. Si vous pouvez confirmer. Non, en ce moment-là, nous n'avions pas encore l'autorisation de mise sur le marché, mais c'était des extraits déjà acceptés dans l'ensemble. Donc, la composition même, ce n'est pas une composition étrangère qui peut faire en sorte que légalement, comme a dit l'autre, vous avez commencé, c'était illégal. Non, il fallait suivre. Heureusement que vous avez minutieusement suivi. Ce sont des extraits déjà étudiés depuis 1986. Donc, quand le SRA s'est arrivé en 2002, il fallait s'impliquer de loin, voir, suivre. C'est ça le chercheur. Le chercheur, lui, cherche. Entre-temps, quand il n'y a pas encore le feu, on cherche à voir comment est-ce qu'on peut remédier dans le domaine de la recherche par la correspondance avec les autres, voir comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans la mesure du possible des moyens qu'on a. Parce qu'il y a en pharmacie, on dit toujours « fiat secundum artem », faites selon votre art. Donc, ce que vous avez, ça c'est le langage des Galiens. C'est comme ça qu'il fallait sauver des vies. Merci. Merci beaucoup. OK. Est-ce que je peux demander à Madame Caroline Tunda, si elle est encore là, de poser sa question? Madame Caroline Tunda, ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. Okay. Allô, c'est bon? Oui, oui, ça va. Allô, madame. Ça va maintenant? Ah oui, allô. Bonsoir à tout le monde. Allô, merci, madame. Dr Mamissa, pour son intervention que j'ai trouvé très intéressant. Et moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une suggestion. Ce sera mieux que vous ayez des partenaires. Je vais te proposer un partenaire, l'INSERM, ici en France. Je pense que c'est pour promouvoir un peu votre produit. C'est juste ça. Okay. Merci beaucoup, madame. On va essayer de vous mettre ensemble, de vous connecter. OK. Je vais demander à Dr Jean Kabengele de poser sa question. Nous avons 3 mains qui restent et puis on sera fini. Oh, merci. Ma question a été déjà posée auparavant. C'était au sujet de la méthodologie et des études comparatives. Merci. OK, merci si c'est posé. Docteur Eugène? Merci beaucoup. Alors, bonsoir, docteur. Oui. Juste une petite question. Je ne voudrais pas venir sur
des questions liées à la méthodologie et aux dates et conso. Alors, je voulais seulement demander au docteur Mamissa si elle serait prête. En fait, quand je dis elle, c'est elle et toute l'équipe de Manacovid, si elle serait prête à répondre l'étude, bien les recherches, en associant cette fois-ci des statisticiens et d'autres chercheurs, de manière à ce que nous puissions donner un format beaucoup plus scientifique et exportable. Je crois que ce sera aussi un honneur pour notre pays. C'est seulement une Pardon, je vous ai suivi en partie. Vous étiez entrecoupé. À la fin, vous avez atterri. S'il vous plaît, docteur. Ok, ça m'intéresse. Je voudrais répondre à la question, docteur. J'ai dit, je ne voulais pas revenir sur les questions liées à la méthodologie. Je voulais seulement suggérer si vous et votre équipe seraient prêts à répondre la même recherche en associant cette fois-ci des statisticiens et d'autres chercheurs, de manière à ce que nous puissions donner un format beaucoup plus scientifique et exportable, c'est-à-dire à publier dans un journal scientifique international, par exemple. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Ça, je pense que vous avez pleinement raison parce que même quand nous avons publié, quand le comité d'éthique, les investigateurs ont eu à publier les résultats sur les essais cliniques, ils ont demandé si ça peut se faire encore sous d'autres cieux, comparé parce que la vérité, si elle est là, elle n'a qu'une seule version et puis ça va nous permettre aussi de faire une confrontation avec les différentes souches pour essayer d'aller de façon plus large et communiquer. Vous avez absolument raison. Donc, les études continuent, la recherche continue. C'est une très bonne suggestion. Merci beaucoup. Merci, docteur. Je m'en vais. OK, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. OK. Juste, Didier Bakajika, est-ce que vous voulez continuer à poser la question ou bien vous êtes servi? Je vais parler juste pour dire que l'étude a été faite. Vous me suivez? Oui, oui. Oui, je vous suis. Bon, l'étude a été faite et je pense que vous avez suivi la préoccupation de certains amis, la publication dans les revues scientifiques de haut calibre, la randomisation, ainsi que le placebo. La maladie est là. D'accord. La maladie est là. Vous avez votre molécule. Vous pouvez aller plus loin. Maintenant que nous avons toujours des malades, vous pouvez toujours faire marche en arrière où vous allez avoir deux groupes. Un groupe que vous soumettez à la Manacovid, un autre groupe que vous soumettez au placebo et vous les suivez. Vous associez les statisticiens. Les amis ont parlé d'une publication dans des revues de haut calibre parce que quand vous publiez dans ces revues de haut calibre, tous ces éléments sont lus et tous ces éléments sont vérifiés et ça vous donne un crédit. Et quand c'est publié dans un journal qui a un numéro d'identification que l'ami a appelé DEI, ça vous donne un crédit et ça attire même les autres investisseurs, investigateurs. Donc, soyez ouverte, Mamissa, on vous connaît depuis la fac. Soyez scientifique, ouvrez-vous, ouvrez les opportunités, acceptez certaines remarques qui sont faites pour améliorer. Et ça ferait de la fierté si on a une molécule qui a suivi certaines normes internationales et qui a été publiée dans de grandes revues, et ça sera la fierté du pays. À l'heure actuelle, beaucoup douteraient encore de l'efficacité de cette molécule parce qu'il n'y a pas eu de groupe témoin, parce qu'on a vu certains signes, on se pose des questions, même si ces effets secondaires sont liés aux médicaments ou liés à autre chose. Et dans les essais, quand vous avez un effet clinique, un effet secondaire, il faut toujours investiguer pour savoir est-ce que cet effet est lié au produit ou pas. Tout ça, c'est important et ça fait partie du crédit de votre molécule et ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Voilà ce que je peux dire. J'ai contribué à un essai clinique dans mon domaine sur les maladies tropicales négligées. Je suis allé dans le même rigueur. Nous avions l'approbation au niveau du ministère de la Santé. Nous avions eu l'appui de TDR, WHO TDR, et c'est publié dans Lancet. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec les journaux, mais ça donne un poids, ça donne un crédit. Il y a encore du temps pour chercher le groupe contrôle, pour suivre les normes et dire exactement que ces gens qui sont guéris, ils ne sont pas guéris par hasard
ils sont guéris à cause de l'effet du médicament. N'oubliez pas que quelqu'un peut avoir le Covid sans prendre le médicament et la personne va guérir. Mais comment vous allez dire que cette personne est guérie, non pas par hasard, par l'histoire naturelle de la maladie, mais à cause du Covid? À vous. Merci beaucoup. Je crois qu'on va terminer par là. Je ne comprends pas. Je suis guérie à cause du Covid. Ça, merci, docteur Mamissa. Merci, docteur Mamissa. Je crois que nous sommes arrivés... Un dernier point, s'il te plaît. Je crois que nous sommes arrivés au bout de notre présentation. Nous remercions beaucoup docteur Mamissa pour sa dévotion, le fait qu'elle a vraiment tenu à venir nous présenter le produit et ce que elle et son équipe ont fait. Je remercie aussi tous les participants qui ont été avec nous attentivement, malgré que nous avons commencé en retard. Je crois que ça a été une bonne chose. Nous nous sommes informés entre nous et nous sommes là en fait pour s'entraider en tant que Congolais. Docteur Mamissa, si vous voulez parler, je vais vous laisser 10 secondes pour dire un mot. Est-ce que je peux poser ma question? Ouvrez votre... Non, je ne veux plus donner la parole à quelqu'un. Docteur Mamissa, ouvrez votre... Pourquoi? Il est là. C'est qui? Apparemment, c'est le docteur. Vous étiez en train de présenter quelqu'un, docteur Mamissa? C'est mon jeune frère qui est... Oh, oui, on m'a présenté les condoléances au début. Je se trouve à la morgue des cliniques universitaires. Ouais, nos excuses vraiment pour ça. C'est docteur Sylvain, médecin. Oui, mais il fallait absolument tenir malgré cet état. Et